Bon, bah, bonjour mesdames. Bonjour. Mesdames, messieurs. Voilà, mesdames, messieurs. 3 madames, plus de messieurs. Bien, bonjour. Bon, bah, Franck Bazin. On m'a demandé il y a quelques semaines de... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Duquesne. Ouais, c'est possible, monsieur. Monsieur, je peux te pourrir la vie, hein. C'est pas de problème, monsieur Duquesne, si tu commences sur ce ton-là. J'ai des dossiers. Oui, bon. Les dossiers que tu as, tout le monde les connaît. Bien, donc on m'a demandé il y a quelques semaines d'animer une démo autour du thème du bocage normand. Alors j'ai vu que ça s'était transformé sur des affiches en paysage. Moi je suis resté focus sur bocage normand, nous sommes en Normandie, donc on va essayer de travailler un petit peu sur cette idée. Qui, quand on fait un duo en Normandie, pour moi, est quasiment un sujet, lui tout seul, le bocage normand. Voilà, sachant que il y a sûrement beaucoup de Normands parmi vous. Le décor et le paysage normand est pas le même dans le Cotentin, autour des plages, les fameuses plages de débarquement, qu'autour de de la Haie du Puy, Saint-Lô, tout ça. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que moi j'ai fait par le passé, parce que il y a quand même quelques années que j'avais pas traité le sujet à fond. Alors du coup, ça m'a obligé à me remettre un peu le nez dedans. Je vais partir d'un projet qu'aurait pu être publié dans un spécial Steelmaster spécial Normandie il y a 1 an, si j'avais été plus efficace. Faut dire que si j'avais que ça à foutre, ça aurait pu être fait, mais bon. Et comme le rédacteur en chef avait pas mal de contenu, j'ai pu le mettre en pause et le ressortir pour l'occasion. Donc je vais repartir sur ce que je fais souvent, c'est-à-dire repartir de quel est le projet, qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait un diorama. Qui en général s'articule autour d'un véhicule, parce que notre passion commune au départ c'est de faire une maquette en plastique. On a souvent aussi, si vous êtes là, c'est aussi l'intérêt historique. Donc l'idée c'est ce véhicule, à quelle unité il a appartenu, où il a combattu, et c'est là qu'intervient cette idée du décor. Dans quel décor je vais le faire évoluer pour rapprocher au plus près voilà, d'une démarche historique, voilà, qui est ce qu'elle est en maquette, quoi. Donc on va partir de la M5A1, là voilà, une très jolie maquette AFV Club, hein, qui commence à avoir un peu d'âge mais qui reste quand même très sympa. Alors je vais pas tout amener parce qu'il y aura des figurines avec, il y aura des tankistes et tout. Mais alors l'idée, oui, c'est de faire une unité qui a combattu aux côtés de la 8e division d'infanterie. Donc a connu la bataille des haies avant l'opération Cobra. C'est pour ça par exemple que vous n'avez pas le détail de la haie, le coupe haie, des choses comme ça. Donc c'est intéressant parce que voilà, en général on le montre toujours avec ce fameux coupe haie au moment où c'est la grosse la grosse percée là sur Avranches après Cobra. Moi je voulais montrer le côté blindé empêtré dans le décor. Voilà. Donc ce que je voulais te donner comme idée, c'était le blindé, voilà, qui se déambule dans un chemin creux. Donc il y a un peu ça, cette idée. Et puis comme c'est un blindé qui est assez petit, l'idée c'était de ramasser l'action sur le véhicule et puis sur l'action qui se passera au niveau de la tourelle. Alors, comme j'ai parfois par le passé expliqué, quand on fait un diorama, pour moi le plus intéressant, je parle bien de diorama, un peu véhicule seul, c'est déjà se poser la question sous quel angle je veux le présenter. Donc là, vu que je me suis cassé la tête à refaire les sacs de sable, merci, c'est gentil de m'aider, j'apprécie. Il faut continuer. Hein. Et que j'ai prévu de scratcher 2 figurines là, sur une hypothétique, sur des mitrailleurs voilà, qui cherchent l'ennemi au niveau d'une haie. Je vais le présenter comme ça en vue 3/4 avant. Voilà, c'est le truc sur lequel j'étais parti au départ. Alors, comme je fais souvent, je pars d'une feuille comme ça, une feuille blanche, et puis je trace comme ça succinctement au feutre. Déjà l'emplacement du char, sous l'angle. Là, je pars du principe que là, c'est l'avant du diorama, c'est comme ça que je le montrerai aux gens. Et puis le point de vue, il doit être comme ça, frontal. Comme ça, on voit les détails qui sont devant. Voilà, on s'est pas cassé la tête pour rien. On a une petite vue sur l'intérieur du tourelle, mais ça, c'est pareil, ça sera très relatif parce qu'il y aura 2 figurines dans ce secteur-là. Et par contre, le regard sera attiré là-dessus. Et éventuellement aussi sur les accessoires qu'il pourrait y avoir derrière. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ de la réflexion. Ensuite, évidemment, c'est, je veux faire du bocage, donc ça veut dire qu'il va être dans un chemin qui, à la limite, sera aussi large ou pas plus large que le véhicule. Donc je peux partir sur cette idée. Vous n'y teniez pas particulièrement à cette feuille. Je suis désolé, c'est indépendant de ma volonté.
Alors le deuxième truc, sauf si vous habitez une maison avec des grandes vitrines, il y a un truc aussi qu'on est obligé de prendre en compte quand on fait du diorama, notamment au 35e, c'est la place dont on dispose dans ces étagères et dans ces vitrines. Donc sur un petit véhicule comme ça, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir du dégagement devant, derrière. C'est que voilà, si je considère que ça c'est le bord de mon diorama, on va virer celles qui sont en dessous, elles ne servent plus. On peut se dire là effectivement, bon pourquoi pas. Alors moi, j'ai décidé de faire un truc plus ramassé, donc je vais le mettre un petit peu plus au bord, comme ça. Donc ce qui veut dire, après, ce que j'aime bien faire, donc c'est déjà voir, diminuer un petit peu la taille. Donc là, j'aime bien avoir un dégagement devant, parce que mon idée, c'est de suggérer aussi qu'évidemment, il y a l'ennemi est dans le coin, donc il y aura sans doute un casque, un truc comme ça, qui traîne, qui suggérera la proximité d'un ennemi. Donc ça, c'est pour le scénario que ça raconte. Et puis je me dis, bah du coup, là, j'ai un espace assez intéressant où je peux faire un premier talus, sur lequel je vais pouvoir placer des arbres, justement, puis confectionner une haie. Et puis au premier plan, alors le premier plan, c'est le piège. Si je fais un talus, évidemment, parallèle au blindé, bah, je me retrouve probablement avec quelque chose qui va masquer le point de vue. Donc c'est là qu'il faut se dire, bah, moi, je vais interrompre mon talus à peu près par là. Voilà, je vais travailler un petit peu comme ça pour dégager cette place, voilà. Et puis, ben, du coup, ben, une fois que j'ai ça, j'ai à peu près mon idée de départ. Ben voilà, j'ai plus qu'à entre guillemets, comment dire, à faire le diorama lui-même. Alors, hop, évidemment, j'avais préparé le petit truc. Donc voilà ce que ça donne quand je formalise le truc. Donc chemin creux, alors j'aime bien, c'est vrai que quand je fais le petit croquis, j'aime bien mettre les traces de chine et tout, parce que c'est pareil, ça va donner un peu de mouvement. Faut penser à ces petits trucs-là, comment on peut dynamiser un petit peu comment ça s'appelle, le diorama. Et donc, et après, pour me souvenir du truc, donc ça va être assez simple, vous voyez, un chemin creux, un talus en arrière-plan qui va fermer la composition, un bout de champ ici, qui va être un peu surélevé, parce qu'on parle de chemin de creux, donc l'idée c'est de montrer une profondeur, et un bout de champ au premier plan. D'accord ? Voilà. Donc, vous n'allez pas découvrir grand-chose. Je suis pas très innovant en termes de matériaux. Moi, ma philosophie, entre guillemets, de maquettiste, c'est d'utiliser les matériaux qu'on trouve le plus facilement. Hein. C'est un petit peu ça, comme ça que je travaille. Donc, le matériau de base, je vous l'ai amené. On est sur du polystyrène classique, vous voyez. Voilà. Moi, c'est toujours ces trucs-là. Enfin, c'est de la récup. Hein. Alors ça, c'est pas terrible à travailler parce que ça pluge de partout, donc ça, je déconseille. Mais la mousse comme ça expansée, vous connaissez déjà. Donc les outils, il n'y a pas de secret. Moi, j'en suis encore au cutter. Ce qui est pas mal, c'est le fil chauffant. Je sais pas si vous connaissez. Là, ceci, ça c'est pas mal. Ça permet aussi d'avoir des coupes bien nickel. Donc la deuxième étape maintenant, c'est effectivement de voir les volumes. Voilà, comment niveau volume, comment on va travailler ce truc-là. Donc ça, j'ai plus besoin. Donc première étape, la base. Voilà. Donc on va avoir notre base. Vous voyez là, elle est au final, elle est plus petite que le dessin. Vous voyez. Donc on a une base un tout petit peu plus petite parce que finalement, je vous dis que il n'y a pas besoin d'en faire tellement plus. Comment dire? Par contre, là, je me rends compte, voilà, c'est un peu plat. Alors moi, j'ai un petit problème avec ça. Il y a un côté un peu plat, c'est pas très dynamique. Le côté chemin creux, là, il va pas vraiment apparaître. Donc, le truc que je trouve intéressant, c'est toujours de travailler un peu sur de l'oblique, sur de la pente. Alors, du coup, hop, magie du direct, hop. Oui, c'est vrai, je vais pas faire tout en direct devant vous. Hein. J'ai préparé des petites choses histoire d'aller un peu plus vite pour aller à l'essentiel. Donc ici, par exemple, on va faire j'imaginais une première rampe, là, comme ça. Alors là, pareil, deuxième outil magique, la fameuse épingle, qui vous permet facilement, comme ça, sans coller dans un premier temps, tant qu'on n'est pas sûr de soi. Voilà, vaut mieux prendre ses précautions. Voilà, on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Et puis l'inclinaison, comment ça s'appelle, de la pente. Faut pas qu'elle soit trop exagérée ici. Voilà. Voilà. Et je trouve que déjà, d'être un peu incliné, ça donne l'impression qu'il sort de quelque chose, qu'il avance, qu'il se dégage d'un espace un petit peu clos, et puis qu'il va vers un truc un peu plus ouvert. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ouais, alors là, c'est pareil, pas d'outil magique hein, pour travailler le polystyrène. Le truc qui fonctionne très bien, ouais, je l'ai là, c'est la cale à poncer. Hein. Avec ça, ce genre de truc, ça se travaille très bien pour moduler, pour arrondir les angles et tout, c'est très bien. Alors ça en fout partout un petit peu, mais ça fonctionne plutôt bien. Alors maintenant,
Voilà, j'ai mon idée des générales, l'inclinaison, le blindé qui sort, très bien. Alors maintenant, les fameux talus. Alors, j'ai décidé de travailler sur une région, effectivement, alors je sais plus où c'est, autour de Saint-Lô, etc., où on va mettre du talus, c'est-à-dire où le chemin, il passe vraiment en dessous du niveau des champs. Alors, c'est pas très compliqué à faire, là c'est pareil, bon là c'est déjà préparé aussi, quoique. Hop. Là, ce qui est intéressant, parce que là, ce qu'il faut calculer, faut penser en fait à l'après, c'est là, vous voyez, sur mon chemin, le chemin est devenu un peu plus large par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Donc ici, quand je vais bosser l'arrière-plan, vous voyez, j'ai rajouté une petite couche là qui bouffe un peu sur qui prend un petit peu la place sur le chemin, pour réduire un petit peu l'espace, pour montrer qu'il est vraiment coincé dans cet espace-là. Là, on a à peu près la hauteur du champ et on va rajouter une hauteur de talus. Donc, ce qui est intéressant avec le polystyrène, tout ça, c'est que vous pouvez en rajouter comme ça des petites couches, vous pouvez poncer, et vous pouvez donner l'inclinaison que vous voulez. Ça vous anticipez déjà la pente que vous voulez donner. Donc, je sais déjà qu'ici, il y aura un petit coin d'herbe. Là, il y aura le talus, donc à voir ce que je vais mettre comme végétation. Et là, vous aurez les arbres. Je teste toujours, hop, et puis premier plan, comment on va bosser le premier plan? On va faire un truc beaucoup plus sobre, vous voyez, voilà, c'est pareil. Petit bout de talus qui va bien dans le coin. Là, qui va jusqu'au bord, donc on va voir si ça reste comme ça. Voilà. Hop. Qu'on va aussi fixer, voilà. Et puis là, j'ai commencé à avoir mon volume général. Là, je me rends compte, en le regardant, alors ce que j'aime bien faire, c'est de regarder un peu sous tous les angles aussi, voir si ça fonctionne. Bon là, les chenilles, elles sont bien... Là, vous voyez, j'ai un espace qui est un petit peu large. Donc, on verra si je coupe ou si je rajoute un talus. Mais sachant qu'après, il y a de la végétation qui va venir, il faut aussi un petit peu anticiper ça. Mais là, je trouve qu'il n'a pas l'air trop coincé. Bon, on va passer, ceci étant, à l'étape suivante. L'étape suivante, ben, faut d'abord, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, s'occuper de ce qui va être le plus encombrant, c'est-à-dire faire des arbres. Donc ici, là, c'est pareil, tenir compte de la hauteur de vos étagères. Là, par exemple, pour ce petit dieu-là, j'ai vu que je pouvais pas dépasser tellement plus de 22 cm. Voilà. Donc, le truc tout bête, quand je veux faire un arbre, avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'évaluer comme ça. Alors, les pics à brochettes, c'est pas mal. C'est d'évaluer comme ça la hauteur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en arrière-plan. Alors lui, je pense que je l'ai pas planté, qui va m'embêter. Attendez, excusez-moi. Hop. Alors, je vous explique en fait comment j'ai fonctionné par rapport à ces deux dioramas-là. Je vais vous en reparler après de ces deux-là. Hein. J'ai retrouvé alors deux vieux clous. Hein, ça m'a fait un coup ce matin. J'ai fait en 2004 celui-là, le premier là. Et en fait, je vais expliquer parce que la démarche, la façon de faire les arbres a un petit peu évolué, quoique, hein, entre ça et puis ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais la démarche, globalement, est la même. D'abord, on évalue la hauteur. Donc ici, bon là, je vais pas tout faire, mais est-ce que je suis à 22 cm? Je vais pas en être très loin. C'est bien, j'ai amené un réglet qui fait que 20. Vous voyez, donc là, je suis à 20, donc 22, ça me mènera à peu près jusque-là. Bon, très bien. Donc ça vous donne déjà une idée. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est piégeant avec les arbres, c'est que vous pouvez les faire à peu près la taille que vous voulez. Vous pouvez les faire jusque-là. Hein. J'ai fait un diorama dans le Pacifique, ou les machins, là où j'ai voulu jouer le jeu. Bon, c'est sympa, c'est long à faire, c'est sympa, mais c'est encombrant. Et puis surtout, à quoi il faut faire attention, c'est est-ce que ça écrase pas le sujet principal. L'idée ici de la haie, c'est d'illustrer le bocage normand, mais l'idée aussi c'est de pas trop attirer l'attention. Il faut quand même garder l'attention sur le diorama. Ici, donc une haie en général, alors ça dépend du type. Alors là c'est pareil, hein. Il y a peut-être des spécialistes de la haie et de l'arboriculture ici. Des fois j'étudie le sujet quand même. On peut pousser le bouchon très loin hein, sur la représentation de la végétation, et puis plus les années passent, plus on voit qu'il y a des gens qui poussent le bouchon très loin, parce qu'il y a de plus en plus d'accessoires qui permettent d'aller dans le détail, y compris dans la représentation de la végétation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel type de haie vous voulez faire, et puis les strates qu'il y a sur une haie, quoi. Alors, bon, là, on va faire un truc assez... je commence à prendre de... Ouais. Un truc assez simple. Moi, en général, ce que j'aime bien faire sur un truc comme ça, c'est un arbre un peu dominant en arrière-plan qui bloque un peu la composition.
Donc comme ça, le regard, il reste focus sur le premier plan. Et puis après, c'est de travailler, vous voyez, si je mets un deuxième arbre comme ça, de la même taille, c'est un peu plat. Donc l'idée, c'est quand même d'envisager d'en mettre un deuxième qui serait plus petit. Voilà. Et puis après, c'est de voir, est-ce qu'au premier plan, j'en mets un deuxième? Et vous voyez, si j'en mets un très grand comme ça, hein, je vous le montre, il y a un côté, comment dire, c'est très vertical, alors même si évidemment l'arbre, la forme va changer, mais il y a un côté encadrement là qui est pas très dynamique, qui est pas terrible, je trouve, hein, et surtout qui va un petit peu, pareil, masquer l'arrière-plan. Donc, moi, dans mon idée, c'est peut-être faire un truc un peu plus court là aussi, peut-être un peu penché, hein, à voir. Mais vous voyez, l'idée d'orienter, il faut penser à ça en fait. C'est comment les gens ils vont regarder votre travail. Et puis sur de la végétation, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut des fois jouer un petit peu avec les formes des arbres et justement jouer sur tous ces éléments qui vont incliner. Mais ça pourrait être des poteaux télégraphiques, c'est pareil. Si je mets incliner un poteau télégraphique, par exemple, ça va donner un peu de dynamisme à votre composition. Ça va être beaucoup moins rigide que si vous mettez tout en verticalité, quoi. Donc, c'est des petites choses comme ça qui, à l'œil, au final, ça joue quoi, sur l'impression d'ensemble, la lecture qu'on peut avoir de votre travail. Donc, faut vraiment faire gaffe à ça. C'est le côté... alors, est-ce que je bosse à plat? Est-ce que je penche mon blindé? Et puis, les éléments de décor, c'est pareil. Alors, évidemment, si c'est une maison... on va pas la faire de guingois, sauf si elle est en train de se casser les figures. Mais sur la végétation, c'est un élément de réflexion qui peut être intéressant. Voilà, donc, une fois que j'ai ma compo, bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus qu'à faire la végétation, et en particulier, moi je commence par le plus pénible, entre guillemets, ce qui va demander, là c'est pareil, le plus de temps, c'est la fabrication des arbres eux-mêmes. Alors, là, c'est pareil, ça va demander du temps, ça dépend du temps que vous voulez lui accorder. C'est-à-dire qu'on peut faire un arbre un peu générique, c'est-à-dire qui ressemble à un arbre, et ça peut suffire. C'est ce que j'avais fait à l'époque là-dessus, quand j'avais fait ce diorama-là. Donc, vaut mieux que je le tourne vers vous. Hop. Voilà. Donc, l'arbre qui est en arrière-plan, vous voyez, c'est la même démarche, si on y réfléchit bien. En fait, au bout d'un moment, je pense, on a des tics, hein, on a une façon de penser les choses un petit peu toujours similaire. L'idée, donc là, l'idée, c'était de faire un panthère donc de la Panzerlehr. Le 25 juillet au matin, quand les mecs, au petit matin, découvrent qu'il y a une escadrille qui leur arrive dessus, d'assez loin, parce que ils ont le temps de regarder comme ça. C'était ça l'idée. Et donc, ils sont au petit matin, ils sont planqués le long d'une haie, ils attendent les Américains, voilà, ils tiennent la ligne, très bien. Et puis tout d'un coup, ils voient arriver les choses qui va les ravager. Alors, ce qui était intéressant, le long d'une haie pour le camouflage, donc l'arrière-plan, c'est intéressant parce que ça vous bloque la vue, donc ça finit le diorama. Voilà. Et puis, ça peut être assez dynamique parce que vous pouvez rajouter plein de choses à voir. Donc, quelqu'un qui regarde votre travail, il peut être focalisé sur les figurines, sur les détails du blindé, des choses comme ça. Et puis, tout d'un coup, il peut aller voir aussi le talus, il y a de l'herbe, il y a différentes essences, etc. Quand j'ai fait cet arbre-là, j'avoue que je me suis pas, j'ai pas cherché à reproduire une essence d'arbre particulière. Je me suis plus inspiré d'un truc qu'on voit en Ille-et-Vilaine. Et j'ai appris depuis que c'est plutôt typique de l'Ille-et-Vilaine, c'est la ragosse. Je sais pas si vous voyez, c'est une espèce d'arbre un peu mort, ouais, voilà, qui servait, qui était taillé par les agriculteurs périodiquement, qui servait à faire des fagots, des choses comme ça. Alors a priori, c'est plutôt typique du paysage d'Ille-et-Vilaine, mais à mon avis, on doit pouvoir en trouver. On doit pouvoir en trouver ailleurs. Mais l'idée, c'était voilà, c'était d'avoir un truc assez élevé. Alors là, c'est ma première expérimentation d'arbre, ça. Donc j'étais parti d'un matériau très simple que tout le monde a, tout bon maquettiste a, c'est-à-dire de la bête grappe, chute de grappe, comme ça. Et donc, comme c'est un arbre très vertical, bon bah c'est nickel pour ça, c'est un peu économique. C'est-à-dire vous en prenez un peu plus que vous laissez un peu dépasser, puis vous collez autour d'autres grappes comme ça. Voilà. Donc là, je vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps, mais vous comprenez l'idée. Ce que je peux éventuellement faire, hop, vous enroulez comme ça. Alors attention, faut pas en mettre trop parce que vous voyez là par exemple, si ça, quand je vais l'habiller après, ça risque de faire un tronc qui commence à être un peu balèze. Donc ça dépend du type d'arbre que vous voulez faire, mais pour un arbre d'arrière-plan qui va un peu boucher justement le regard derrière, ça peut être intéressant d'avoir un arbre dominant comme ça. Vas-tu venir? Tchac. On va faire l'expérience là-dessus. En général, c'est comme ça que je fonctionne. Deuxième étape, c'est-à-dire pour voir si ça marche.
je confectionne quoi, des similiards comme ça, puis je regarde si, hop, déjà, niveau taille, voilà, alors, on va essayer de le faire un peu plus droit. Voilà, ça marche pas, mais c'est pas grave. Donc je confectionne ça d'abord, c'est-à-dire que, alors je colle ça, pareil avec un outil, alors c'est pas très bio, mais avec un briquet, bah, vous connaissez tous la technique, hein, voilà, vous ramollissez un bout de grappe comme ça, et puis vous pouvez commencer à faire les branches principales et les fixer, qui vont vous donner comme ça l'orientation des branches. Alors ça c'est vachement important, c'est-à-dire effectivement mon arbre, dans quelle direction je veux mettre les feuillages. Donc là à l'époque, c'était pareil, c'était la structure comme ça. Grappe plastique, et puis après je complétais les branches, vous voyez, ça c'est du thym en fait, des branches de thym. Je pense que vous connaissez tous ça. Où est-ce que j'ai mis ça tout à l'heure? J'en ai ramené, j'ai tout. Hop. Voilà. Hop là. Vous voyez, alors du thym, si vous avez des jardins et du thym, peut-être que vous avez comme ça des branchages comme ça qui sont... Alors quand vous faites du diorama, comment ça s'appelle, bocage et autres, c'est pas inintéressant parce que ça a des formes... Alors, c'est un peu des formes un peu brutales, hein, c'est un petit peu raidos, hein, c'est pour ça que vous avez comme ça ces formes-là. L'idée, c'est de détacher les bonnes branches, de regarder un petit peu le mouvement de la branche, dans quel sens elle va, et puis d'essayer de respecter ça. C'est-à-dire qu'une branche comme ça, par exemple, vous voyez, elle a un mouvement, on sent le mouvement avec la courbe ici, bon bah voilà, ça serait pas idiot de le planter dans ce sens-là. Après ça, c'est pas très harmonieux, c'est pas très beau, donc ça mériterait d'être complété par autre chose. Ceci étant, à l'époque, je me posais pas forcément toutes ces questions-là. J'avais passé pas mal de temps à essayer d'habiller, de penser d'abord cette forme-là. Voilà. Ensuite, quand cet arbre-là a été fait, après, parce que ça va être le même principe après, on essaie de trouver des arbres plus petits, secondaires, qui vont combler la haie, et puis de plus en plus petits. Voilà. On va en reparler après. Ce qui m'avait intéressé à l'époque, donc, c'était de faire une haie un peu générique comme ça, et puis ce qui m'intéressait, c'était le coup du pommier, faire un pommier normand, voilà. Bon, après il vaut ce qu'il vaut, mais j'avais utilisé une autre technique pour avoir un arbre beaucoup plus souple, parce que le pommier qui croule un petit peu sous le poids. Alors au mois de juillet, les pommes sont pas mûres, hein, donc c'est pas sous le poids des pommes qui va crouler, mais le côté des fois un petit peu tombant. J'avais fait la structure cette fois-ci en fil de fer. Donc voilà. Donc le fil de fer, on va en reparler tout à l'heure. On va justement, parce que c'est maintenant dans cette direction-là que je travaille davantage. On va montrer ça après. Mais ça, c'est pour vous montrer qu'à l'époque, voilà, j'avais utilisé deux techniques différentes en fonction de la forme que je voulais donner à l'arbre. Voilà. Côté rigide, plastique, et côté plus souple, plus arrondi, plutôt fil de fer. Voilà. Alors ça sera... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, donc ça, c'est pour faire le squelette au départ. Donc évidemment, là, il y a autre chose dont je vais vous parler après, mais pour l'instant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est cette démarche-là. Je vais vous les remettre dans le bon sens. Puis on va parler après aussi de la façon de travailler ça. J'en ai déjà parlé par le passé, mais quand vous faites un diorama comme ça, qui peut être rapidement pénible à manipuler, parce que vous avez différents premiers plans, plans secondaires, arrière-plan, le conseil que je donne toujours, c'est évidemment de travailler de l'arrière-plan vers le premier plan. La difficulté étant d'anticiper tout pour disposer tout à la fin, pour que ça colle pile poil. Là, la difficulté, je vais remontrer à la caméra. Ça, c'est pareil, c'est des idées qui viennent en faisant. C'est pour ça que le diorama, je trouve, est intéressant, parce que vous avez une idée de départ, et en fonction de l'évolution de votre projet, tout d'un coup, vous avez des nouvelles idées. Et puis, je me suis dit, ce serait pas mal, c'est de faire une interaction entre les figurines et le paysage. Et c'est pour ça, l'idée du gars qui a la main, qui repose sur la branche. Alors c'est un truc qui m'a bien pris la tête à faire, mais effectivement il faut calculer l'angle sous lequel l'arbre va se pencher, il faut calculer l'angle sous lequel vous allez faire votre figurine. Voilà. Alors là j'avais pas mal scratché les figurines, c'était des créations perso, à exception des têtes évidemment, pour justement avoir un dynamisme et puis un accord entre la pose des figurines et le paysage. Et je trouve que c'est un truc qu'on voit pas beaucoup dans les dioramas, et pourtant, c'est un truc qu'on fait tout le temps, hein, quand on se balade en forêt de choses, s'appuyer sur un arbre, s'appuyer sur un truc pour s'accroupir, etc. C'est intéressant. Je trouve que c'est des petites choses auxquelles font penser qui, des fois, font un peu la différence dans l'animation d'un duo, quoi. Mais je m'égare.
Alors ça, c'était plutôt paysage, vous voyez, bocage autour de... L'idée, c'était autour de Cobra, vous connaissez, hein, c'est entre Saint-Lô et Coutances, l'opération Cobra. Là. Alors j'avais été, je me rappelle à l'époque, prendre des photos, parce que je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai pas l'impression de dire que ça ressemble vraiment à ça, hein. Ceci étant... comment dire, ça m'avait quand même bien aidé. Donc je vous dis ça date de 2004, ça a 21 ans bientôt. Ouais, c'est ça, 20 ans. J'ai pas regardé toute la doc. Voilà, je vous dis, j'ai essayé de faire un chaîne autre chose. J'ai travaillé un petit peu créativité, hein, on va en reparler après. Il y a pour le pommier que j'avais cherché des photos un petit peu plus précises. Mais Internet à l'époque n'était pas aussi encore développé qu'aujourd'hui. Et puis j'avais fait celui-ci, je vous le montre parce qu'on est carrément sur un autre paysage. Alors je sais pas si on peut parler de bocage. Donc j'avais fait ça pour un spécial Normandie, c'est pareil, c'était en 2014 celui-là, vous voyez, donc il y a 10 ans entre les deux. Et la technique a pas tellement évolué, hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici l'arbre, vous voyez. Alors là par contre, j'avais été sur les lieux, prendre des photos, alors pour voir à quoi ressemblait le marécage, aux côtés du pont de la Fière, parce que ce qui m'intéressait c'était de faire vraiment le bout de paysage, et voir aussi à quoi ressemblaient les arbres. Alors vous avez aujourd'hui, si vous regardez les photos d'archives de l'époque où les blindés français ont été détruits, vous aviez des arbres assez hauts de chaque côté, en fait. C'était une haie comme ça qui semblait assez rectiligne, qui longeait bien la route et tout. Donc j'étais parti sur cette idée-là aussi. Vous voyez, c'est le même principe. Alors, parce que là, vous l'avez, vous, premier plan vers vous. Donc une fois de plus, l'idée était la même. En arrière-plan, un arbre que j'avais essayé de faire un tout petit peu plus réaliste, cette fois-ci, très droit. Voilà. Et entre les deux, une espèce d'arbre secondaire beaucoup plus jeune, qui partent un peu en buisson, avec un arbre un tout petit peu plus, au premier plan ici, qui est un tout petit peu plus large, qui lui est fait à partir d'une bête branche de, je sais pas si on voit bien, comment ça s'appelle, qu'est-ce que j'ai dit, de thym. D'accord? Parce que là, c'est pas mal. Le thym, il y a certaines sections de troncs qui peuvent vous servir. Voilà, on l'habille après avec du zykium et tout, je vais en reparler après, mais qui peuvent vous permettre de faire rapidement un arbre buissonnant comme ça. Alors je le répète, sans chercher à reproduire une essence particulière. Là, j'avais un petit peu plus cherché à partir des photos que j'avais, mais je suis incapable de vous dire quelle essence d'arbre c'est, quoi. Alors le problème de ces dioramas-là, quand même, c'est la fragilité. Là, j'en vois une par exemple, voilà, hop, qui se détache. C'est pas mal, ça va me permettre de vous montrer autre chose tout à l'heure. Voilà, donc alors ouais, après je pourrais en reparler de celui-là parce qu'en fait quand vous faites que je fasse du bocage, du marécage ou de la haie autour de Saint-Lô, les matériaux que je vais utiliser pour faire l'herbe, c'est-à-dire la strate voilà au niveau du sol et puis les strates plus hautes, ça va être quasiment les mêmes matériaux. Donc c'est pour ça que je les ai apportés, parce que ça va être un bon exemple de ce que ça donne en situation, parce qu'évidemment le diorama que j'ai prévu pour ça n'est pas terminé. Vous allez le voir en chantier justement. Et en fait, je me rends compte que c'est sans doute, si je vais au bout, c'est un diorama qui va me prendre beaucoup de temps à cause justement de la végétation que finalement j'ai prévue. Parce que l'idée, c'est de faire toujours un petit peu mieux. Et puis sous l'impulsion de mes camarades du club, voilà, je suis un petit peu obligé d'essayer de pas toujours faire la même chose. Hein, et c'est normal et c'est bien. D'où l'intérêt du club. Alors, ce qui était intéressant sur le marécage, hein, c'est pareil. Ça, c'est un truc. Alors typique des scènes de débarquement, là, les parachutistes, etc. Il y a eu beaucoup de combats dans les marécages. C'est vraiment pas hyper compliqué à faire. Hein. C'est pareil, on aurait pu faire une démo là-dessus. Faut juste pas être intimidé par la manipulation de la résine. Et donc je rappelle, moi, pour la petite histoire, c'est de la résine GDO hein, que j'avais utilisée en plusieurs couches. Ouais, là, je vois qu'il y a de la poussière. Là. Voilà, ça doit être sous vitrine, vous voyez. Le plus bel ennemi du maquettiste. Voilà. Hop. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Hein. J'ai un ton un peu péremptoire parfois, mais n'hésitez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est des choses qui sont pas si compliquées que ça à faire et qui peuvent visuellement être rapidement avoir un peu d'impact. Ah, il y a une question, pardon. Oui. Une question concernant la résine. Oui. J'ai rencontré un problème. J'essayais de faire une plaque assez conséquente. Ouais. J'avais foutu donc ma pelouse et toute ma végétation. Ouais. Par contre, je ne sais pas pour quelle raison, la végétation a absorbé. Ah oui, j'ai entendu parler de ça tout à l'heure. Ouais. Alors, je ne sais point. C'est la tension de surface, c'est pas comme nous.
Ça se répand sur tous les trucs qui peuvent l'absorber. Je pense que si tu veux donner un niveau d'air sec avec un truc mouillé, je pense qu'il faut placer ton herbe à la fin, après. Là, j'avais moi travaillé en je sais plus combien de couches là, parce qu'en fait, quand j'avais été sur place, j'étais rendu compte que le long de la route, vous allez voir, il y a des canaux en fait qui permettent à l'eau de circuler pour aller parce que vous avez le marais qui est de l'autre côté. Donc il y a des bus comme ça où l'eau circule. Et puis vous avez les champs qui sont un peu surélevés. Donc j'avais joué le jeu de faire un espace vraiment plus profond. Alors, la contrepartie, c'est que ça me demandait de couler beaucoup de résine. Donc évidemment, il faut le faire en plusieurs fois. Faut être patient. Et j'aimais bien j'aime bien la résine GDO parce que elle est facile à quantifier. Je crois que c'est du 50-50 ou un tiers, 2 tiers, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est 2 tiers, 1 tiers. Et puis t'as le temps de bosser. Faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas de bulles quand tu fais le mélange. Tu peux la teinter facilement avec de l'acrylique, voilà. Et tu y vas gentiment. Et alors, par contre, faut être bien hermétique. Hein. C'est la connerie que j'ai fait sur ce truc-là, c'est que j'étais content de moi. J'avais mis tout en dessous, j'ai mis du joint à silicone là. Donc ça n'a pas coulé, c'est nickel. Mais j'ai rien mis dessous. Donc si je le mets sur une plaque en verre, il est collé. C'est pour ça que j'ai mis une feuille, la feuille de papier, c'est ça. Donc ça colle pas. Donc quand on fait de la résine, ouais, anticipez ça. Mais moi j'ai jamais eu de problème là-dessus. Puis là, de toute façon, moi que ça absorbe un petit peu, ça m'arrangeait. Et puis je pense que, après j'avais mis plusieurs couches d'herbe et de roseau, ouais. Et ça a eu l'effet que je voulais, c'est-à-dire des zones sèches, des zones humides et de la transparence surtout. C'est ça qui est assez intéressant à faire, quoi. Mais revenons à notre bocage normand, parce qu'il n'y a pas que du marécage, hein. Donc j'en étais où? L'arbre, voilà. Alors la technique maintenant que j'utilise, qui à mon avis est sans doute la plus réaliste, c'est la manipulation du fil de fer. Alors là c'est pareil, si vous voulez faire ça, il vous faut plusieurs sections. Alors du fil de fer qui est pas forcément très onéreux. Alors soit vous achetez, soit vous récupérez. Hein. Alors là, justement, pour faire ce projet, là, j'avais une grosse réserve de fils électriques et tout, qui a fortement baissé, parce que chez les arbres, en fait, vous avez d'abord le tronc principal qui est quand même assez épais, et puis ça va de plus en plus fin, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimais bien à une époque pas le zycium tout de suite, on va en parler après. Parce que là, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de zycium, mais le thym, parce qu'il y avait justement ça respectait ça allait du plus gros au plus fin. Mais par contre, ce que je vous dis, le problème, c'est que c'est un peu raide, quoi. Donc on manipule pas, il n'y a pas vraiment le mouvement qu'on peut voir naturellement sur les branches. Avec le fil de fer, alors je vais juste faire une ébauche pour montrer ça. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est de coupler les deux. J'ai acheté ça spécialement pour la démo. C'est le plus gros que j'ai trouvé, donc c'est pour voir ce que ça donne. J'ai une pince coupante par là, ouais. Hop. On va prendre une section comme ça. Là c'est pareil, hein, il y a un peu d'empirisme dans tout ça. Là je vais partir, je vais le tordre comme ça. Quoique le plus simple, le truc, la façon dont je fonctionne en général, c'est que j'en prends 2. Mais là, ça veut dire que, vous voyez, je vais partir déjà sur une hauteur, les 22 cm, là, je vais un peu les dépasser. On va en prendre 2. Hop. Justement, pourquoi 22 cm? Là, c'est parce que dans mon étagère, ça passe pas au-dessus. Ah, voilà. Parce qu'évidemment, c'est pas assez. Ça fait à peu près à l'échelle, ça fait un arbre de 7 mètres. Oui, mais évidemment qu'un arbre, ça peut être gigantesque. Parce que je disais tout à l'heure, c'est que je peux faire un arbre, évidemment, qui va aller jusque-là. Mais mais si, parce que c'est intéressant. Moi, je trouve que pour l'avoir fait une fois, je trouve que c'est intéressant parce que visuellement, ça en impose. Là, quand j'avais fait mes arbres sur la jungle, là, que j'ai pas pu amener pour des raisons de place, c'est impactant visuellement. Mais d'abord, c'est une galère à stocker. Et de toute façon, même, ils sont encore trop petits. Des arbres de jungle, ça peut être 2 fois plus grand que ce que j'avais fait. Donc moi, le premier truc, d'abord, c'est de torsader, vous voyez, torsader d'abord dans un premier temps plusieurs fils de fer, mais là c'est pareil, faut pas que j'en mette trop parce qu'après il va y avoir l'habillage. Donc faire un arbre, en fait, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des figurines en scratch ou des trucs comme ça, mais c'est la même démarche, c'est-à-dire d'abord on va essayer de faire le squelette, alors, on va essayer de lui trouver une forme comme ça, un peu grossière. Bon, là vous voyez par exemple, voilà, je suis beaucoup trop, donc là j'ai peut-être intérêt déjà, hop, on va le tailler ici, hop, on va le recouper.
Puis je vais utiliser ce que je viens de faire là, et puis je vais retorsader à nouveau. Ah, vous avez compris l'idée. Et ce qui est intéressant avec le fil de fer, vous comprenez déjà l'intérêt par rapport à la tige plastique, c'est que, vous voyez, là, en le manipulant, il est déjà un petit peu tordu, ainsi de suite. Donc ça veut dire que déjà, si j'envisage, ici, vous voyez, au premier plan, un tronc, là, je me dis, tiens, je veux le planter là. Alors, le pic brochette est bien pour ça, parce que pour faire des avant-trous, c'est pas trop mal dans le polystyrène. Si je mets, alors là, j'ai pas été très finot, parce que ça aurait été pas mal, c'est de laisser un bout dépasser, ou deux, ou alors de torsader davantage. Mais je vois l'heure défiler, donc faut pas que j'aille trop. Déjà ce temps-là. Bon, vous le plantez, voilà. Et ce qui est intéressant, dans un premier temps, faut pas aller tellement plus loin dans un premier temps, c'est de jouer un petit peu avec ça. C'est-à-dire ici, par exemple, je vais vous montrer comment ça a fait après. Là, je me suis dit, j'ai eu l'idée, je me dis, je vais plutôt faire un arbre mort au premier plan, et je vais essayer de faire un arbre, voilà, qui contourne un petit peu la forme, et qui va monter en élévation ici. C'est-à-dire que l'idée que j'ai eue là-dessus, c'est-à-dire que derrière, je reste sur un arbre, voilà, rectiligne globalement, un arbre plus petit à côté, et là, je vais partir sur une courbe qui, je trouve, va dynamiser un petit peu la composition, ça donne un peu de mouvement, et ça dégage aussi un espace sur le point de vue. Voilà, donc ça, c'est, je trouvais l'idée plutôt intéressante. Et une fois que vous avez à peu près figé ça, là, ben, après, on peut essayer de passer aux branches secondaires. Alors là, on peut prendre, comment ça s'appelle, un fil un petit peu plus finot. Évidemment, il n'est pas déballé. Hop. Vas-tu le déballer? Hop. Excusez-moi pour ce geste d'une rare brutalité, mais il fallait que ça soit fait. Voilà. Il y a un moment, on discute plus. Hop. Bon, et après, le truc maintenant, c'est d'essayer, ben voilà, alors à la limite, je peux repartir du bas là aussi, parce que ça va grossir le tronc. Mais je répète, là, faites attention de pas trop en mettre, parce que là, vous voyez, tel que je suis parti, là, je suis parti pour faire une espèce de chêne centenaire qui aura une forme un petit peu bizarre, parce que la façon dont je travaille, vous voyez, là, quand on regarde les autres dioramas, vous voyez bien qu'ils sont pas, on voit plus le fil de fer, on sent bien qu'il y a un tronc, donc ça veut dire qu'ils vont être habillés d'une certaine façon. Donc après, voilà, imaginons que je fais une branche secondaire, là, c'est qui part comme ça, donc je vais lui donner, là c'est pareil, je regarde, je dis voilà, ici par exemple, elle pourrait très bien, si je veux par exemple, comme beaucoup de chemins creux, des arbres qui se rejoignent et qui font une espèce de couronne comme ça, là je peux déjà commencer à l'esquisser. Hop, voilà. Je m'emballe pas, je prends un deuxième. Je vous montre ça parce que je vais pas aller tellement plus loin, mais vous allez vous dire, il en a pour des plombes. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ça peut vous prendre un petit peu de temps. Mais comme le dit un de mes mentors, Christophe Hamon, c'est pas désagréable à faire. Et puis surtout, vous allez avoir, vous êtes en train de créer un truc en fait que personne d'autre va pouvoir faire, et que vous pouvez transformer. Vous avez une sacrée marge vous avez une latitude pour le faire, pour progresser, pour le faire évoluer, voilà. Et puis vous allez mettre 2 fils de fer. Alors d'abord vous allez grossir la branche, ce qui est pas inintéressant quand on fait une branche secondaire, vous voyez. Et alors par contre, ça reste qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, j'étais perturbé. Ça reste de la merde, ça reste de la merde. On va le dire, ça reste de la merde. Alors ce qu'on peut faire, oui, faut penser, alors le truc, ouais, c'est ça. Ça reste souple, c'est ça que je veux dire. Ça reste très souple. Alors ça peut être un peu énervant. Alors n'hésitez pas, là pareil, avec des chutes comment ça s'appelle, de fil de fer, voilà, à consolider. Et alors le nec plus ultra, parce que ça, à la limite, c'est cool, c'est sympa à faire. Alors, vous voyez, ce que vous pouvez faire, petite subtilité, à chaque fois que vous rajoutez un bout, vous pouvez laisser dépasser en vous disant, bah là, il y aura une branche encore plus fine qui va arriver. Et c'est là que vous vous dites, mais je m'embarque dans un truc, ouais, il va y avoir du boulot, parce que, et en fait, vous êtes en train, là, quand vous faites ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que, là, je le fais volontairement avec le blindé Getsu, parce que, il faut voir, si je suis pas en train de m'emballer, de faire un truc qui va être trop grand, un truc qui va être trop sur le blindé, non, là, ce que je trouve pas mal, vous voyez, ça monte, là, et je m'imagine, alors, dans la vraie version, avant de faire celui-ci, j'avais d'abord fait celui qui est derrière, parce que ça me donne déjà un repère, si vous voulez, pour placer les branches, et ainsi de suite. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs sections de fil de fer, bah vous allez de plus en plus vers le plus fin, et puis vous allez jusqu'au le plus fin possible. Alors,
le truc qui vous sert d'habitude à faire des petits crochets sur vos blindés, voilà, ou à faire des petites, comment ça s'appelle, des petits crochets sur vos figurines quand vous aimez détailler tout ça. Bon, ben ça par contre c'est pénible à faire parce qu'ils sont beaucoup plus fins. Par contre c'est essentiel, mais c'est pareil, on torsade. Voilà. Alors il y a sûrement une méthode, hein, peut-être qu'on pourrait faire ça à la mini perceuse, j'en sais rien, mais ce qui est intéressant, hop, toujours, voilà, et ça vous allez commencer à cogiter au feuillage, c'est-à-dire comment vous allez mettre les branches les plus fines qui vont accueillir des feuilles, clac. Voilà. Alors si vous avez beaucoup de patience, vous voyez, ça va vous donner comme ça différentes épaisseurs peu à peu. Et votre arbre, il va commencer comme ça à prendre, à prendre un look un peu d'arbre comme ça, qui va être intéressant. Sachant qu'on peut quand même y intégrer, au bout d'un moment, on peut aussi intégrer des éléments naturels. Ça, je verrai ça après pour la fin. Donc, dans un premier temps, voilà où on en est. On cogite d'abord, et je trouve que le coup du fil de fer, c'est pas mal. Alors, évidemment, on va pas s'arrêter là. On peut on peut faire toute la structure en fil de fer et puis évidemment après compléter toute la partie feuillage avec un autre produit. Quelqu'un parlait de Zycium, donc on va parler de ça tout à l'heure, qui donne effectivement une illusion assez intéressante. Hein. Je vous ai amené ça aussi pour vous montrer ça. Là, c'était une autre technique parce qu'à l'époque, j'avais pas les mêmes produits, donc c'est pour ça que c'est intéressant de replacer ça dans le contexte, hein, 2004-2014. Et puis c'est tout. Bah, c'est tout, ça s'arrête pas là, hein. C'est juste pour vous montrer déjà le principe. Vous suivez jusque-là? Bien. Ça vous paraît faisable? Ouais, mais si. Donc une fois que j'ai fait ça, parce que là, vous voyez, par exemple, vous faites de la figurine fantastique, vous voulez faire un paysage un petit peu délirant et tout, c'est une technique super pour inventer des décors comme ça, un petit peu fantasques. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas introduire des éléments de sculpture un petit peu dans les formes des troncs, un petit peu. On peut imaginer des trucs. Ouais. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en faisant, d'un coup, vous avez des idées qui apparaissent, qui peuvent être fantasques, hein, mais qui peuvent être sympas au final. Il y a des problèmes de son là, non? C'est de la faute, ouais, non. Non, mais toi t'as l'impression, mais en fait c'est... Ça passe, ok. Bon, je ramasse ça parce que je vous dis là, on aurait... je vais vous montrer directement ce que ça peut donner, parce que là, on en a pour quelques moments, mais je vous assure, faites l'expérience une fois sur au moins un arbre, faites une petite scénette avec au moins un arbre dominant comme ça, et puis après, la haie, on la travaille avec d'autres produits, parce que après, je vais vous montrer d'autres trucs qui vont plus vite. C'est pour ça que j'ai dit que le plus compliqué, c'est de faire... Ouais, je vais l'appeler comme ça, l'arbre dominant, le truc qui va asseoir votre diorama, qui va attirer même l'attention sur votre diorama. C'est-à-dire que, en général, c'est quand vous faites un dio comme ça, c'est d'abord ça qui attire l'œil. Et c'est un élément intéressant à condition qu'il attire l'œil sur le reste. S'il y a que lui à voir, évidemment, mais ça peut être une figurine qui est au pied ou un truc comme ça. On voit il y a de très belles scénettes là où il y a juste 2-3 figurines, je pense à nos camarades en orange, là faut aller voir ça, où c'est le bocage, il est mis au service de raconter une histoire historique, on reconnaît tout de suite ce qui a inspiré la création. Et c'est uniquement 2 figurines, c'est beaucoup plus cool à faire, plus rapide à faire qu'un blindé avec des figurines, et ça fonctionne et c'est super bien. Donc je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, alors le produit magique ensuite pour habiller ça, évidemment, c'est le sempiternel Plastiroc. Enfin, à l'époque, quand j'avais fait l'article de ce truc-là, et puis là c'était pareil, j'utilisais du Plastiroc. Alors, qu'est-ce que c'est que le Plastiroc? J'ai l'impression que j'entends Christian Le Nagar là-bas. Le Plastiroc, c'est une pâte à modeler qui durcit à l'air. Donc, j'en ai déjà parlé. Pour moi, pour l'initiation et puis même maintenant, c'est un super produit parce que c'est pas cher, c'est pas toxique a priori, hein. C'est pour les enfants. Donc a priori c'est contrôlé. Alors là c'est du DAS parce que j'avais pas retrouvé le Plastiroc. Donc le DAS c'est pareil, ça a les mêmes qualités. Alors je vais vous l'ouvrir. Hop, pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous vous souvenez pas. Alors par contre, quand vous l'utilisez, pensez à bien le réemballer. Sans ça, au bout de 8 jours, vous avez un pavé dur, quoi, puisque ça durcit à l'air. Néanmoins, en le réhumidifiant, vous pouvez le ramollir, mais ce étant, je pense que vous ne récupérez pas les mêmes propriétés. Bon, je vais y aller bourrin, parce qu'on n'a plus le temps. Hop. Quelle heure il se fait? Ça va. Hop. Donc le DAS. Donc c'est là que potentiellement je peux me salir. Ce qui est intéressant, ce que j'en ai, oui, je les ai sortis, c'est les spatules. Ouais. Là c'est pareil, impressionnant matériel. Hein, spatule en plastoc que j'ai chopé je sais plus où. Voilà. Donc je vous montre.
à quoi ça ressemble? Viens là. Voilà, vous voyez, pâte à modeler, voilà, voilà, blanche, voilà, nickel. Truc tout bête. Donc je passe ici, je peux salir votre truc. On y va. Bon. Et là, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Alors attention, plus vous le manipulez, plus il va sécher. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de prendre un récipient avec de l'eau. J'avais amené le récipient, mais j'ai pas l'eau, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va le faire à sec comme ça. Bah, en fait, vous prenez, et là c'est pareil, c'est intéressant parce que vous allez bosser grossièrement dans un premier temps. C'est pareil, c'est comme quand vous faites une figurine en scratch, que vous l'habillez, je sais pas, ça vous est peut-être arrivé de refaire un bout de manche, un bout de corps, etc. D'abord, grossièrement, on habille le squelette. Et vous voyez, ce qui est intéressant chez le DAS, c'est qu'il adhère, vous voyez, il est tel quel, il est collant, légèrement collant. Alors, si vous avez beaucoup de sous, ce qui est vachement mieux, c'est le Tamiya Epoxy Putty. Si, je dis si vous avez beaucoup de sous, parce que c'est super comme produit. Moi, je le garde pour faire les détails, genre les racines, des choses comme ça. Parce que je pense que le tube, il peut y passer sur un arbre, hein, si on fait tout avec. Il y a le Duro aussi, le Green Stuff, qui est pas mal aussi. Enfin, toutes ces pâtes-là qui servent aux figurinistes, pour faire ce genre de boulot, c'est nickel, quoi. Alors, on peut bosser donc à la main comme ça. Ce qui est bien, évidemment, c'est d'avoir des petits outils de sculpture. Pareil, les pinceaux gomme là. Si vous aimez la sculpture, vous voulez faire de la figurine, ça, il vous en faut parce que c'est vraiment très bien pour lisser. Alors, évitez le contact avec la matière si vous voulez. Et puis surtout, ça vous permet aussi de graver, de sculpter, quoi. Mais avant d'en être là, hop. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir d'eau parce que avec de la flotte, vous pouvez lisser votre pâte comme ça. Donc je vais pas tout vous faire, mais parce que voilà. Alors là c'est pareil, allez-y par petites couches. C'est-à-dire que vous habillez une moitié, vous laissez sécher, vous habillez l'autre moitié, parce qu'évidemment là vous allez trouver ça pénible sur un arbre. C'est la manipulation évidemment du truc, hein. Ne pas abîmer ce que vous venez de sculpter, quoi. L'avantage aussi de la pâte Plastiroc, le DAS, c'est qu'une fois que c'est sec, ça se ponce très bien. Vous le réhumidifiez, vous pouvez le resculpter à nouveau. Une fois qu'il est sec, vous pouvez aussi le creuser, le casser. C'est-à-dire vous pouvez après donner une tronche à votre arbre un petit peu vieilli. Franchement, je sais plus combien ça coûte, mais franchement, c'est un produit miracle. Je vous invite vraiment à essayer. Alors, avec ça, évidemment, moi, je fais les arbres. Mais évidemment, je fais aussi le sol parfois. Alors, pas toujours, hein. Vous avez des produits plus adéquats. Mais si vous faites une dune, je sais pas si notre ami Christophe Hamon, il y a longtemps qu'il l'a pas amené, mais il avait fait une magnifique dune de sable avec ce produit-là. Je suppose que vous tenez un diorama avec un dromadaire. C'était fait avec ce produit-là. Ah, merci. Merci, camarade. Très bien. Voilà, je mouille un petit peu. Alors attention, c'est pareil parce que c'est très glissant, c'est un peu désagréable au départ. Mais voilà, vous passez votre doigt dessus et vous allez comme ça faire disparaître les aspérités. Donc moi le truc en général, c'est que je prends une portion comme ça, j'habille donc une partie. Hop. Alors attention, si vous humidifiez trop, ça va avoir tendance à se détacher aussi. Donc là, faut être un peu subtil, hein. Mais nous, les maquettistes, nous sommes des gens subtils, fins, délicats. Hein. Si, il y en a, j'en ai rencontré. Si. Voilà, et le principe, c'est que quand vous lissez, alors ce qui est rigolo, avec le coup du fil de fer, c'est que comme sur un véritable arbre, enfin des fois ça arrive, vous allez avoir des accidents comme ça, vous allez avoir des aspérités, vous voyez ici par exemple, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais vous allez, ce qui est intéressant quand vous sculptez ensuite la sculpture de l'arbre, c'est de vous laisser un peu guider par ce que le fil de fer laisse apparaître par en dessous. Et vous pouvez comme ça commencer à créer en fait, donner un look à votre arbre. Alors là c'est pareil. Là, quand je fais ça, quand je raconte ça, je m'affranchis de contraintes, de l'idée de faire une essence d'arbre particulière, sauf si évidemment je fais une essence d'arbre sur laquelle je me suis renseigné où c'est tortueux comme ça, machin. C'est pour ça que les blindés de jungle, n'importe quoi, les arbres de jungle sont assez intéressants parce que vous avez beaucoup de formes comme ça, un petit peu tortueuses qui sont intéressantes. Et alors le truc bateau que j'avais fait sur ce truc-là, c'est les stries comme ça, verticales, qui suivent en général, qui vont jusqu'à la racine comme ça. Et quand vous êtes avec ce produit-là, ce qui est intéressant, c'est quand vous le travaillez, vous le plantez comme ça sur votre diorama, vous pouvez déjà commencer à anticiper comment il va être planté dans la haie. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, tiens, là par exemple, je vais commencer à caler ici un bout de, un bout de racine par exemple. Là, on sort le papier toilette, ça devient urgent.
Hop. Oui, je t'entends ricaner. C'est pathétique. Ou alors la petite spatule qui vous permet facilement, parce que là, voilà, quand on commence à faire ça, là, parce que là, je vais pas dans le bon ordre. Quand je fais ça en général, j'ai d'abord travaillé le sol. Là, avec la spatule, vous allez lisser, voilà, la partie qui est le sol avec le tronc. Voilà. Alors là, ce qui est raisonnable, c'est de virer le blindé à un moment. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de spatule qui part sur le côté. L'expérience, hein, des fournisseurs de soie, et puis c'est là qu'on apprend la délicatesse. Quand on a fait 2-3 conneries, voilà, d'une sagesse. Voilà. Et vous voyez, le coup de la spatule, vous voyez, ça lisse tout ensemble. Voilà. Et ce qui est rigolo, si vous l'avez jamais fait, c'est qu'en fait, ben là, vous jouez à l'apprenti sculpteur. Et puis là, vous voulez dire, tiens, je vais faire un trou ici. Hein. Je vais faire une petite excavation, je sais pas comment on dit, un petit trou là. Un trou, quoi, the hole. Hop. On peut. Et puis, alors là, c'est pareil, ça dépend de l'arbre que vous voulez faire, mais vous pouvez aussi commencer à imaginer des racines, vous voyez, un petit peu plus fixantes. Ça dépend de l'arbre. Là, par contre, il faut regarder quel type d'arbre vous voulez faire. Et là, vous pouvez, voilà, allonger un petit peu, vous voyez. Toujours pareil. On commence grossièrement. On regarde jusqu'où on veut aller, et puis après, on travaille. Voilà, avec le pinceau gomme. Et là, c'est pareil. Pour l'instant, je m'embête pas sur le détail. Je regarde. Alors ça, ouais, c'est un défaut que j'ai. Des fois, je m'amuse. Donc ça, des fois, je passe un temps fou à faire un truc sympa, machin. Puis une fois que c'est sec, je me rends compte que c'est trop fragile. Bon, voilà. Des fois, il faut être patient. Ce boulot-là, en général, ça, toutes ces parties-là qui sont un petit peu les racines qui vont couler comme ça le long d'un talus, par exemple. Je vais plutôt faire ça à la fin. Quand l'arbre sera peint, collé, fixé, et en général avec l'époxy Tamiya qui est beaucoup plus costaud. Alors pour les gens qui savent pas à quoi ça ressemble, l'époxy Tamiya, c'est, vous voyez, vous avez un composant blanc, un composant, enfin le quick type, hein, un composant orange. Vous mélangez les deux à 50-50, ça vous fait une pâte qui, elle, quand elle va être sèche, va être très solide. Elle va être beaucoup plus solide. Alors pour faire des vêtements de figurines et tout, c'est nickel ça. C'est vraiment, si vous n'avez jamais fait de sculpture, l'époxy Tamiya, il vous en faut. Faire les immerites aussi, hein, la immerites du blindé, là, c'était fait à l'époque que avec ça. Ça marche super bien parce que vous pouvez maîtriser le degré de transparence et tout. C'est collant, donc ça adhère super bien. Si vous voulez empêcher le côté adhésion, il suffit de mettre du talc pour bébé, là, et ça marche très bien. Mais je m'égare un peu. Nous ne sommes pas sur un atelier zimérite, mais un atelier arbre. Donc voilà. Ce qui est sympa, c'est que quand ça sera sec, là, si je l'enlève, là, tout va s'arracher. Tout va venir d'un seul tenant. Donc après, si vous faites un petit peu attention à ce que vous faites, vous pouvez avoir globalement la bonne forme qui va se remettre pile poil là où vous l'aviez prévu. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, parce que magie du direct, là aussi, j'ai un peu préparé. Alors si je voulais vous montrer autre chose, j'ai voulu en acheter, parce que vous voyez, j'ai un stock qui commence à diminuer. J'ai voulu en acheter, alors j'ai trouvé, je sais pas, chez Fimo, ils font un équivalent. Je vais vous montrer, ça n'a pas tout à fait le même rendu. Alors pareil, parce que moi la pâte Fimo, je sais qu'il fallait la cuire. Là vous avez un équivalent, c'est un peu plus cher, qui a différents coloris. Là j'ai pris coloris bois, là je sais pas quoi. Mais je vais vous le montrer parce que ça n'a pas la même texture. Ceci étant, ça se travaille, mais je trouve ça un peu moins collant, moins adhérent. Mais je vous montre ça parce que j'ai utilisé les deux pour le projet à venir. Bon, on va essayer de pas flinguer ce truc-là. Je scotcherai tout à l'heure. Donc voilà, vous avez votre composition. Donc maintenant on va faire les arbres. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner au stade où ça en est. Alors d'abord, hop, allez viens là. Mais si viens, ils sont gentils. Allez viens, allez voilà. Bon, donc voilà l'ébauche du diorama. Alors on va mettre le blindé dessus. Hop. Alors tel qu'il peut se présenter, une fois qu'on a commencé à aller trop vite dans son travail, parce qu'à l'époque, comme j'avais un article à faire, j'avais un peu bourriné, j'avais commencé à planter de l'herbe et tout. Puis en le revoyant l'autre fois, j'ai trouvé ça bof, quoi, pas terrible. Donc j'ai arraché pas mal de choses. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez un vestige de, vous voyez, des petites choses comme ça que j'avais mis un peu hâtivement, qui sont jolies mais qui n'avaient pas beaucoup de sens. Alors j'ai viré tout ça. On en recausera après de tous ces produits-là. Donc ici, vous voyez, alors la différence entre l'ébauche
Alors, l'ébauche, je l'ai faite après, hein, évidemment. Je l'ai refaite après pour vous montrer. Mais ici, je suis content parce que je suis sur le blindé est vraiment un peu coincé là dans son décor. Vous allez retrouver, par contre, la composition, c'est-à-dire que j'ai un emplacement qui est prévu ici pour un arbre à l'arrière-plan. Alors très important, évidemment, de prévoir l'emplacement. Un arbre ici qui sera, comme j'avais prévu, à gauche, voilà. Et puis un arbre. Alors vous en aurez en fait deux au premier plan. Pique brochette, hop, on aurait un ici, et puis un qui va venir derrière. Donc je vais vous montrer. Hein, alors ici, avant de parler des arbres, puisqu'ils sont ébauchés, très bien. Une fois que vos arbres sont faits ou ébauchés, c'est-à-dire vous savez où vous allez, bah là vous pouvez déjà commencer à vous faire plaisir et à faire la première strate, c'est-à-dire le sol. Alors, on va en parler rapidement. Ah, c'est pareil, j'avais mis ce qu'il faut pour le faire, mais... Alors le sol, il y a... Le truc important quand vous faites un blindé dans un décor, ça c'est pareil. Alors j'avais lu dans beaucoup d'articles, je mets de la pâte à bois ou de la pâte à je sais pas quoi, puis je fais des empreintes dans le frais. Bon, je sais pas si j'ai déjà fait l'expérience de ce truc-là, mais en général, moi, les empreintes, une fois que c'est sec, ça correspond plus. Voilà. Si vous bossez avec des chenilles modèles Cassen comme celui-là, bah, vous flinguez tout. C'est hyper fragile, c'est en plastique. Si vous avez des frioul, ça va le faire. Mais le truc le plus simple que je fais maintenant, c'est que à l'emplacement du char, ben je mets rien en fait. Je laisse lisse pour que le blindé, quand on le met, il soit vraiment adhérent au sol. Voilà. Et après, on se débrouille pour faire des raccords de terrain, évidemment, pour qu'on voit pas la zone en question. Moi, c'est le petit conseil que je donne. Alors, sauf évidemment si vous faites un blindé en mouvement. Mais le truc, voilà, c'est de laisser vierge. Et là, attention, parce que quand on se laisse emporter dans le décor, on a vite fait de planter un truc où il faut pas, de mettre de la terre où il faut pas. Alors ici, une fois que c'est dans cet état-là, là, si je me souviens bien, j'ai dû l'habiller avec du plastiroc, là. Pareil, j'ai dû lisser un petit peu. Et après, le produit miracle que j'utilise dans un premier temps, bah, c'est de la vraie terre, en fait. Ça fait des années que j'utilise ça parce que j'aime bien la couleur que... J'avais découvert ça sur ce diorama-là. C'est à l'époque j'utilisais, j'étais un gros fan du polyfila. Pour moi, c'était le produit miracle. Vous savez, le rebouche-bois, là. J'aimais bien parce qu'il avait un côté brut comme ça, granuleux. Je trouvais ça assez sympa, une espèce d'obsession sur le... Voilà, je trouvais ça rigolo. Et puis, en faisant le diorama, là, j'avais voulu faire, en fond de champ, j'avais voulu faire, on voyait ça, moi je voyais ça en Ille-et-Vilaine, à la campagne, vous aviez souvent, le fond de champ était plus humide, où les bestioles allaient boire et tout, et j'avais voulu faire un fond comme ça, plus en terre, plus abandonné, et j'avais utilisé de la vraie terre, et j'avais trouvé que la couleur était vraiment intéressante, et en travaillant avec quelques lavis à l'huile, ça faisait varier un peu les teintes et c'était assez intéressant. Et donc depuis, en fait, quand je veux donner un effet terreux comme ça, je m'embête pas. Hein, je travaille avec de la vraie terre de jardin. Voilà qu'on va filtrer, qu'on va tamiser, pardon. Pour récolter vraiment de la poudre, hein, et puis on va l'étaler avec de la colle à bois. Donc je vous fais pas l'article, vous savez faire, je suppose, puis ça serait trop salissant et puis on n'a pas le temps. Et une fois que cette première couche est faite, alors pour l'instant on parle pas de couleur, on parle pas de peinture. Là tout ce que je vous montre, évidemment, ça sera repeint. Là c'est brut. Hein. Ensuite, on va attaquer la couche d'herbe ou d'humus là. Alors le truc que j'avais fait ici, un peu, j'avais collé du flocage. Alors voilà, les produits pour faire de l'herbe, moi j'ai pas inventé grand chose. Hein. Ce que je vous conseille de stocker quand vous en trouvez. Voilà, c'est du flocage de différentes tailles. Là, c'est du 4 mm 5 par exemple. Voilà, qui va vous permettre. Alors, c'est collé. Je sais pas si vous connaissez l'électrostatique là. C'est collé avec une tapette à une tapette, c'est dire ça comme ça, une tapette à moustiques électrique qui a été transformée en planteuse d'herbe en fait pour avoir la verticalité de l'herbe. Voilà. Donc ceci étant, je l'ai fait que sur les côtés parce que c'est assez anecdotique parce qu'évidemment moi après le chemin creux il va être en herbe un petit peu plus haute. Donc j'ai commencé par ça pour voir ce que ça donnait. Je suis pas super convaincu partout, j'en avais mis partout que j'ai fini par arracher parce que je trouvais pas ça très joli. Et après j'ai travaillé, vous voyez là il y a un peu plus de matière là, j'ai commencé à mettre ça là. C'est un peu dégueu au niveau couleur. En fait c'est tout simplement du sachet de thé qui a été colle à bois, mélange colle à bois, sachet de thé. Alors je l'ai par là. Vous voyez tout ce que c'est que du thé. Voilà. Si vous buvez du thé, moi je trouve que c'est un produit simple et pas cher qui va vous donner un effet
humus comme ça. Alors quand vous êtes, vous faites un paysage de forêt ou dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'accès à la lumière, vous n'avez pas forcément toujours de l'herbe. Vous avez souvent comme ça des feuilles pourrissantes et tout. Donc c'est intéressant. C'est franchement et ça vous donne un effet de matière qui est pas mal. Bon après ça peut se retravailler, hein, évidemment, ça peut se couvrir et ainsi de suite. Ensuite, une fois que ça s'est fait, l'herbe, moi, j'utilise les produits du commerce, hein, je fais marcher les petits artisans locaux. Alors, vous avez des trucs aujourd'hui comme ça. Alors là, on est sur la prairie. J'ai acheté ça pour voir, j'ai pas utilisé encore. J'ai des remords à le liquider, à le couper pour faire des petits trucs. Non, le truc que j'aime bien utiliser, donc c'est vous avez reconnu le produit, je pense. Je sais pas où j'ai mis ça, moi. J'ai fait un département herbe, là. Il est où? Alors, le petit flocage, on va en reparler après, ça c'est autre chose. Ça, on va en reparler après. Je sais plus où c'est. Je sais plus où j'ai mis ça. Alors, Francky. Ça, on va en reparler après. Bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez ce que c'est. Des petits tapis d'herbe autocollants, c'est des petites touffes, là. C'est assez intéressant parce que là, vous pouvez gérer. Alors, il y a différentes couleurs. Je prends différentes couleurs parce que j'ai pris des fois, je les repeins pas, des fois, ça par exemple, je les ai pas repeints, parce que je trouvais que la couleur était bien printanière, bien sympa, j'aimais bien, donc voilà. Alors ça fait pas très professionnel, un maquettiste professionnel, il repeint tout en noir, et puis il repeint tout en vert, et puis moi j'aimais bien, donc j'ai... Alors par contre, si, des fois des petits voiles pour la poussière et tout, mais je trouve que ça a des couleurs assez pétantes, assez éclatantes, alors là ça sera sans doute repeint, parce que je vais essayer de progresser. C'est surtout que le produit que j'utilise aussi, c'est la faillasse de plombier, mais de moins en moins, parce que je trouve ça de moins en moins convaincant. Pareil, tout ça, ça se colle à la colle à bois. Puis ce qui est intéressant quand vous faites un diorama comme ça, vous pouvez coller, décoller. Alors là, j'en mets pas, parce que là, c'est pareil. Quand vous aurez le blindé dessus, on verra pas grand-chose. Donc le mieux, c'est quand même de s'assurer que votre herbe va camoufler le vide qu'il y aura en dessous. Et puis le piège surtout, c'est que si vous mettez des arbres trop hautes, c'est que tout d'un coup votre blindé soit un peu en lévitation, parce que évidemment c'est du synthétique. Donc si vous faites pas un petit peu attention, voilà, vous avez de mauvaises surprises. Bon, ça se gère très facilement. Donc l'herbe, une fois qu'elle est posée, alors là vous voyez, c'est pas définitif, hein, ça c'est juste pour vous montrer. Alors voilà, vous en retrouvez partout. Je trouve que c'est la technique des petites touffes d'herbe synthétiques là. C'est dommage que je retrouve pas. Je vais les retrouver tout à l'heure, ça c'est sûr. C'est des petits tapis là, qui se présentent, c'est autocollant. Mais non, ça suffit pas. Le côté autocollant, il faut en rajouter un peu sa dose. Mais c'est pas là. Bon bref, peu importe. Après, ce qui est intéressant, c'est comment on va occuper les talus. Alors il y a des talus qui sont pleins d'herbes. Moi, ce que j'aime bien essayer de faire, ce que je vais essayer de faire, c'est de travailler un peu, alors des petits arbres, des petits arbustes et des ronciers. Alors c'est là que le fil de fer aussi va être intéressant. Donc je vais sortir ça. Faire des ronciers, c'est pas forcément très compliqué. Je vous montrerai. Allez, venez là, vous. Hop. En fait, c'est le même principe que pour faire un arbre. Donc, si on veut faire un ensemble de ronces, vous savez, les ronces un petit peu tentaculaires, là. J'en ai fait un exemple ici. La structure, c'est simple, fil de fer alors assez fin. Alors là, pareil, vous pouvez mettre des fils de fer un tout petit peu plus épais, peu importe. De toute façon, il faut vous dire que à l'arrivée, on les verra plus, d'accord? Alors le mieux, c'est peut-être de les peindre avant, un petit coup d'aérographe, peut-être machin. Et ensuite, je vais en détacher un ici. Hop, voilà. Rien n'est collé ici. Hein. Je vais vous faire le diorama, voilà, démontable à volonté. Bon, rien n'est peint, hein, ça se décolle. Mais c'est très bien parce que l'idée, c'est de vous montrer un peu comment j'aborde le truc. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça vous donne... Alors, ce qui est intéressant, ce petit flocage de train que tout le monde a connu, là, qui a longtemps été la panacée pour faire des champs, curieusement. En fait, c'est pas mal pour donner cette impression d'épine. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter là. Ce qui est pas mal, c'est d'y intégrer aussi du flocage, donc des feuilles synthétiques qui vont un peu épaissir le truc. Et ce qui est pas mal, c'est le côté un peu tentaculaire. Donc là, c'est collé à la colle en bombe. Hein. Ça, c'est aussi pareil. C'est l'outil, c'est le petit accessoire indispensable. Alors, il faut que ce soit ventilé. Hein. C'est pour ça que je le fais pas ici d'ailleurs, parce que c'est un petit peu crado. Mais voilà, une colle en bombe. Et après, vous saupoudrez à la main, comme ça. Vous regardez, évidemment, vous laissez sécher. Vous regardez ce qui reste. Et ce que j'aime bien, c'est y mélanger aussi du flocage, le flocage qui a été inventé pour faire des arbres, en fait, traditionnels. Donc, ouais, je crois que je les ai sortis tout à l'heure. Voilà.
Alors moi j'ai pris l'habitude de stocker. Là c'est pareil, si vous voulez faire du diorama, c'est pas mal de stocker différentes qualités de flocage. Là. Tout le monde voit ce que c'est, hein, le truc pour les trains, etc. Différentes tailles aussi, c'est pas mal, différentes couleurs. Parce que là c'est pareil. Hein. Moi les couleurs me satisfaisaient, voilà, donc je les ai pas repeints. Ou alors des fois j'ai repeint, mais plutôt pour montrer, assombrir des zones à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça cette semaine, donc le fil de fer il est apparent, rien n'est peint. Et ce qui est intéressant avec ce truc-là, alors un produit que je trouve sympa, c'est celui-ci là. Alors c'est pareil, alors ça je sais plus qui fait ça. C'est ça, c'est ce produit-là. Là. La marque, je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça à Saumur, là, un monsieur qui vend que des produits de diorama, là. Bordure, route, sauvage, été. Voilà, bon, c'est pas tellement ça qui m'avait guidé, mais c'est la forme que ça a. Ça fait penser, je trouve, un peu à des ronciers un peu grimpants. Et vous voyez, je vous montre parce que ça occupe de la place. Dès que vous en placez, ça prend du volume très vite. Et je trouve que c'est un bon complément, c'est-à-dire marier un produit du commerce comme ça qui évoque quelque chose dans votre cerveau avec ici le côté un peu rampant là des ronces. Alors là par contre vous plantez, voilà. Là j'en ai fait que 2 alors, évidemment, ce qui serait pas mal. Vous voyez, alors là on voit bien le côté le nœud là qui est au début. Et puis vous voyez, après vous pouvez le mettre en forme comme vous voulez. Et là c'est pareil, je pense que c'est pas la peine de le peindre dans un premier temps parce que en le manipulant vous risquez d'en enlever. Et ce qui est intéressant après, c'est vous travaillez la forme que vous voulez, parce que si vous regardez les vrais ronciers, vous avez comme ça des espèces de branches là qui ont tendance un petit peu à déborder un petit peu partout. Et alors là, attention, là pareil, il faut pas vous laisser emporter par votre enthousiasme, parce que pensez qu'il y a le blindé à mettre évidemment, et qui va peut-être aller défoncer ça à un moment. Ce qui peut être réaliste évidemment, puisque le blindé il prend son chemin, il s'en fout des ronces. Et alors voilà. Et le problème, c'est qu'en manipulant, vous voyez, je vous montre, hop, ici, vous voyez, là, le fil de fer, il est quasiment à nu, là. Hop. Donc il faudra sans doute remettre une petite couche de bombe et puis replacer certaines choses. Et puis après, à la peinture, unifier un petit peu tout ça, nuancer, travailler. Et ce qui est intéressant, il y a un autre produit que j'avais trouvé chez le fabricant internationalement reconnu, je crois que c'est AK qui fait ça. Ouais, je crois que c'est eux. Ce produit-là, là, parce que là c'est pareil, moi depuis l'époque où j'ai commencé le diorama de ce genre, il y a vachement de produits maintenant qui sont accessibles. À un moment j'étais très, non, je vais tout faire moi-même et tout, et puis en fait les années passent, on vieillit, et puis il y a des choses, on n'a plus envie de... Il y a des produits pas trop mal foutus. Celui-là par exemple je trouve pas mal, on dirait déjà, vous voyez, c'est un peu un look de haie déjà un peu planté, et je trouve que c'est pas mal pour justement enrichir. Quand vous regardez les ronciers, vous avez des fois des choses qui poussent droit comme ça au milieu, et donc comme ça vous pouvez venir. Alors là c'est pareil, c'est un travail de patience, hein, c'est un par un, faut aller les planter, faut regarder si à l'œil c'est assez harmonieux, et vous allez comme ça commencer à enrichir votre haie, enfin en tout cas la partie basse de votre haie. Voilà. Alors ça va donner de la hauteur, voilà. Puis après à vous de voir. Il y a un côté faire jouer votre sensibilité. C'est à un moment, est-ce que vous en mettez trop, est-ce que c'est équilibré? Il n'y a pas de recette là-dessus. Hein. C'est vraiment une histoire de goût personnel. Ce que j'aime bien aussi, c'est les nuances de vert que ça propose. Donc on a déjà visuellement, on voit vers quoi on peut aller. Donc voilà, j'aime bien ces produits-là pour ça. Donc moi j'utilise bien cette référence-là, là, Spring machin, je vous le mets là si ça vous intéresse. Puis ce truc-là, ça vous intéresse de regarder. Moi je trouve assez sympa ces produits, hein, intéressants. Alors, donc ça, je vous montre ça sur ce côté-là, parce qu'évidemment, c'est sans doute la même chose que je vais faire en face. Mais je suis pas obligé, évidemment. Des fois, il n'y a pas de symétrie entre la haie à droite ou la haie à gauche. Ce qui est intéressant quand vous faites un bocage comme ça, c'est la variété des végétaux que vous allez y mettre. C'est ça que j'ai bien aimé faire, mais ça, c'est le truc qu'on fait à la fin, notamment sur les herbes. La base, c'est utiliser des touffes d'herbes comme ça, parce que ça va un peu plus vite, puis on a un côté dressé vers le ciel. Mais après, ce qui est intéressant, je vais virer ça, je vais vous montrer ça sur celui-là, parce que j'ai repéré qu'il y en avait pas mal. Surtout sur un champ comme ça un peu sauvage, ou qui a été laissé à l'abandon, c'est de planter après pas mal d'herbes secondaires là, qui vont varier, qui vont donner de la variété et donner un côté un peu campagne abandonnée, pas entretenue, sauvage. Alors là c'est simple, hein, c'est de la mauvaise herbe, des trucs que j'ai chopé dans la nature. Ça c'est chez le fleuriste, je vais choper un truc comme ça par Christophe, toujours lui. Et ce qui est intéressant, c'est que les ronces, les mauvaises herbes et tout, des fois ça peut être dans des teintes, c'est pas vert quoi, ça peut être marron, et ça enrichit, ça enrichit comment ça s'appelle, votre haie, le côté végétal, c'est un peu plus réaliste.
réaliste. Vous voyez, là, c'est pareil, ça c'est une mauvaise herbe là, que j'avais trouvée très fine. Ça symbolise pas une essence particulière, hein, j'en ai rien à foutre à ce moment-là, c'est juste le côté esthétique là, qui m'intéresse, et ça permet aussi de rendre plus réaliste des buissons qui sont un peu synthétiques derrière. D'accord. Donc le mariage des deux, les produits du commerce plus les produits naturels, bah, l'œil en fait il fait un petit mélange et il s'y retrouve au final, et ça donne un côté assez crédible, quoi. Sans être complètement évidemment réaliste si on tient vraiment à faire de la végétation hyper réaliste. Je vais vous montrer le truc que vous pouvez faire à la toute fine pour si vous voulez vraiment pousser le bouchon le plus loin possible, mais il faut des nerfs d'acier et beaucoup de temps. Parce qu'évidemment, vous pouvez faire... là, moi, j'utilise beaucoup du flocage comme ça pour aller vite, puisque ça donne un effet de masque intéressant. Mais maintenant, vous pouvez quasiment... vous avez des appareils qui vous permettent de faire des formes de feuilles particulières. À l'échelle d'un arbre, c'est un boulot de fou, mais ça peut être super intéressant à faire. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, écoutez, on va revenir à nos moutons. Et quelle heure? Allez, je l'ai passé. Hop, eh bien on va travailler maintenant sur alors si le produit aussi qui est pas mal, c'est pareil, hein, j'ai cherché des trucs, comment faire des fougères et tout. Et j'ai fini par acheter, je vais essayer ça là chez Aka, là, ils proposent on n'arrête pas le progrès là, des fougères prédécoupées là. Et ça a l'air assez bluffant. Donc la fougère, c'est pareil, c'est un végétal quand même assez caractéristique de nos régions là en France et tout. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire des fois de la fougère avec des produits, de la peinture cerne relief et tout, mais ou un 35e, c'est trop, ou c'est moi qui ai pas le coup de main, mais c'est trop gros, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de produit qui, quand on fait un duo par an et qu'on se casse la tête à faire tout en scratch, les arbres et tout, je pense qu'on peut se fendre de temps en temps, casser un petit billet, enfin, c'est pas non plus, ça vaut pas non plus une fortune, mais un cas, c'est jamais très donné, quand même, mais qui va donner la petite touche réaliste qui peut être intéressante. Donc je suis désolé, je ne vais pas vous révéler comment faire de la bruyère ou de la fougère à 2 francs 6 sous. Voilà. Par contre, créer une forêt fantastique. Ah si, un autre produit que j'aime bien, c'est ça là. Voilà, ça purement synthétique, ça, c'est le genre d'espèce de petit tapis là. Et ça, franchement, c'est pas mal pour créer de la végétation un peu grimpante, créer des buissons, ou alors tout simplement donner un effet de masse. Sur un arbre. Si vous voulez un effet de masse un peu compact, un peu, vous habillez le centre avec ce genre de choses et après vous mettez des branches autour et du flocage autour et ça va. C'est assez sympa aussi à utiliser. Ça c'est pareil, il faut expérimenter pour comprendre. Mais ça peut vous donner des idées de buissons. Ça habille très vite. Bon, on va habiller ça très vite aussi. Donc je vais vous sortir ce que ça peut donner en termes d'ébauche. Enfin d'ébauche en 2 mots. Hein. C'est le compris. Donc ça va être à la toute fine. Alors, on va faire... Je vais sortir la petite famille. Hop, en voilà un. En voilà 2. Alors, il n'y en a aucun de terminé, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, vous allez peut-être être déçus. Hop. Ça, c'est quoi? Oui, ça y est, ça me revient. Hop. L'arbre principal. Hop. Hop. Puis la fin, on verra après. Je le mets ici, sur ma gauche. Donc on va commencer par l'arbre principal. Alors, ça, je l'ai fait l'autre fois. J'ai commencé l'ébauche à la réunion du club l'autre fois. C'est là que je me suis remis au fil de fer, sous l'impulsion d'un camarade qui me dit c'est nul ce que tu fais, machin. Et là, vous voyez, vous avez un mariage. Enfin, c'est nul ce que tu fais avec de la tige plastique. Voilà, c'était ça la nuance. Donc là, j'ai marié les deux. Donc vous avez ici, vous voyez, je l'ai volontairement pas terminé pour vous montrer. Vous avez la structure en tige plastique au départ. Alors lui, je le trouvais trop droit, donc j'ai fini par au briquet lui donner une courbe, un truc un petit peu courbé comme ça, parce que je trouve ça plus dynamique aussi. Et vous voyez, là, l'idée c'est de penser les branches secondaires. Alors, vous voyez, vous avez de la grosse bricole. Hein, vous avez ici un tenon là qui a été mis en métal. Voilà, c'est du gros bricolage. Hein, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai remis une branche ici, alors là, j'espère que ça va tenir à la pâte à fixe, hop, qui va se planter là. Alors là, attention aussi, quand vous faites des branches d'arbres, il faut penser à l'environnement qui est autour. En général, les arbres ont tendance à éviter les obstacles et les branches, elles vont prendre, par exemple, elles vont détourner, elles vont contourner un autre arbre, elles vont chercher la lumière, et elles vont avoir des courbures comme ça. Donc, faut penser à ce que vous allez mettre autour. Donc ici, je trouvais que c'était un peu vide ici. Voilà. Donc du coup, je dis tiens, on va imaginer, comme on voit chez certains arbres, une deuxième branche là qui repart.
et qui contourne justement la branche principale et qui va aller fleurir derrière comme ça. Ce qui donne un côté un peu plus habillé qui va terminer. Alors là, c'est pareil, parce que quand vous faites ça, c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne avec le sujet principal. Hein. Bon, le M3.1 est bien pour ça, parce que le M5.1, quoi. C'est ça, oui. Parce que lui, à manipuler, il est intéressant. Si on fait ça avec un Panther, un Panzer 4, avec tous les outils, il faut fonctionner un peu trop. De toute façon, il passe pas dans le chemin, donc on s'en fout. Hein. Bah oui, comment qu'ils faisaient, les gars? Mais il restait dans les champs. Voilà. Il se faisait choper. Ici, vous voyez, ben, voilà, vous avez là déjà une idée de ce que ça peut donner. Et là, vous vous rendez compte que ça va être un gros boulot d'habiller tout ça, et puis de donner. Mais ça vous motive. Il y a un côté, et puis surtout, c'est un gros travail de peinture aussi. Et là, il est brut. Hein, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est, je suis parti sur une arborescence genre chêne, jeune chêne, vous voyez. L'idée, après, ça va être de travailler l'écorce. Voilà, il va falloir bosser tout ça. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de boulot, mais ça vous donne déjà une idée avec comment ça s'appelle, le Plastiroc, le DAS, ce que ça donne. Ensuite, j'ai décidé d'en faire un deuxième, et là, je me suis dit, on va en faire un mort. Alors, attendez. C'est idiot, il a enlevé le truc qui était là. Où est-ce qu'il l'a mis? L'imbécile. Où est-ce que je l'ai planté? Bon, c'est pas grave. On va voir si ça tient, ça. Ouais, on va voir si c'est grand. Donc là, celui-là, alors, originalité, je suis parti sur de la tige plastique, parce que je voulais faire un tronc mort, un tronc creux. En fait, je voulais faire une espèce de, je sais pas si vous connaissez, les arbres têtards, là. C'est des arbres qui sont, on en voit aussi en Normandie, ça. Et pareil, ils servent plutôt à faire du fagot, c'est-à-dire qu'on les coupe régulièrement, ils sont assez petits. Et puis vous avez des petites branches qui montent, qui sont coupées régulièrement. On en voit encore pas mal. Là. En venant ici, j'ai passé mon temps à regarder les arbres pour voir que j'avais encore de la marge. Bon, bah, évidemment, c'est pas le bon truc, donc on va lui tailler la tête rapido. Quel distrait je suis. Hop. En essayant pas de couper trop court. Donc là, c'est pareil. Quand vous faites ça, c'est comme pour les figurines, quand vous faites un duo avec figurines, toujours pensez à l'endroit où vous le mettez pour éviter de mauvaises surprises. Donc là, il s'enfile. Hop. Alors attention, parce qu'évidemment, c'est étudié d'une certaine façon. Voilà. Là, donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Il commence, voilà, là j'ai commencé à sculpter la partie qui va aller, qui va déborder sur le talus, qui va peut-être descendre. Alors le coup de l'arbre mort, c'est intéressant parce que ça vous permet de justifier que vous en faites pas un plus haut que l'autre ou plus touffu, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi que le diorama déborde ici. Si je fais un arbre normal, et ben évidemment il va déborder. Le coup de l'arbre mort, c'est pas mal parce que vous pouvez des fois, vous avez des troncs comme ça, tout d'un coup une branche qui a repris, qui a crevé un petit peu plus tard, et puis ça permet, là ce que j'aimais bien, c'est l'idée du tronc creux, qui permet aussi de donner une esthétique un petit peu plus étrange au truc. Il va sans doute y avoir des branches qui vont pousser, machin. Et puis ça, voilà. Donc ça donne déjà un look avec deux arbres différents. Donc c'est le passé de la haie aussi, parce que vous voyez, c'est un arbre qui était plus gros, plus vieux, qui a cramé, qui a cassé, on sait pas pourquoi, et qui est encore là. Donc je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Ça raconte une petite histoire dans le paysage, là aussi. Alors attention là aussi, quand vous remettez votre blindé, c'est les foutues branches qui peuvent accrocher des choses. Bon, ça on va le mettre là. Ensuite le premier plan. Alors le premier plan, voilà, ça il est fait dans la pâte Fimo dont je vous parlais. Je suis moins convaincu, donc il est un peu plus rêche. Ça fonctionne, hein, ceci étant. À mon avis, ça se ponce. C'est la première fois que j'utilise. Alors lui, il va se planter ici. Voilà. Donc là, j'ai fait exprès, hein, il y a un côté, on dirait une espèce de créature là qui, avec comment ça s'appelle, les bras écartés là, avec une tête là. Lui, il va pas rester comme ça, mais c'est pareil, on est sur l'idée de l'arbre mort et autour duquel j'ai gardé l'idée du truc enveloppant. Vous avez un autre arbre qui a poussé et qui s'enveloppe autour. Alors là, j'ai un petit artifice. Parce que là, vous voyez, j'avais fait ce que j'ai dit tout à l'heure, mais évidemment, quand j'ai voulu l'enlever, il s'est pété, évidemment, voilà. Donc, ceci étant, ça me donne une bonne trace pour savoir comment le placer. Là, je suis obligé de mettre un tuteur pour qu'il tienne droit. Voilà, on va mettre un tuteur, voilà. Et donc, voilà, vous voyez, j'ai ma composition d'ensemble, à peu près. Alors, le truc que j'ai pas dit ici, quand vous avez fait vos fils de fer, le problème, c'est des fois, vous avez le fil de fer qui reste un peu souple. Ce qui est pas mal, c'est de leur foutre une bonne grosse couche de colle à bois, diluée à l'eau. Voilà, faut pas hésiter. En séchant, ça va un peu figer les fils un petit peu entre eux. Ça va atténuer le côté souple. Donc ça vous permet, comme ça, quand vous sculptez, quand vous donnez votre pâte par-dessus, comment ça s'appelle, de pas le déformer tout le temps, quoi.
Donc là, vous voyez, bon, l'ébauche de l'arbre, là, bon, là, pareil, hein, vous vous rendez compte, il va y avoir du boulot. Hein, Alors, celui-là, pourquoi il est gris? Alors, le truc, une fois que vous avez mélangé tous vos différentes matières, alors avant de faire celui-ci... Non, on va commencer par celui-là. Ben, le truc, avant de peindre, une fois que c'est sculpté, là c'est pas le cas, hein, il sera changé, mais ce qui est pas mal, c'est d'unifier toutes les teintes, c'est-à-dire pour qu'on voit plus le côté fil de fer, etc. Ben, c'est soit vous le recouvrez d'une couche de Tamiya Putty diluée à l'acétone, ou alors moi ce que je fais pour économiser le Tamiya Putty, je travaille avec du Saint-Ofer, voilà. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne pas mal. Ça permet d'unifier comme ça, vous voyez, c'est un peu transparent parce que ça a été un peu dilué. Alors ça pue, hein, l'acétone, vous connaissez, mais ça permet comme ça d'avoir une unité et de voir ce que ça donne. C'est-à-dire que s'il était peint, de voir un petit peu les différences. Vous voyez, bon, il y a un côté fil de fer ici tordu qu'il va falloir réhabiller, voilà. Ici, avant de faire ça, là, je vous montre alors le truc. Alors, la dernière strate avant de faire l'arbre. Quelqu'un parlait de Zycium tout à l'heure, donc j'y viens. Vous avez donc ici, pour faire les feuilles les plus fines, vous avez donc le fil de fer assez fin sur lequel on va pouvoir mettre des feuilles. Mais alors, le truc qui est pas mal, c'est d'y fixer des branches de Zycium. Alors là, attention. Alors c'est pareil, c'est un produit, je crois, qui vient du train et qui va vous permettre de faire une arborescence comme ça, un peu touffue, qui va donner du volume à votre arbre. Alors là, alors ça se colle vous pouvez le coller à la cyano. Alors ce qui est pas mal avec le fil de fer, c'est que vous pouvez le torsader autour. Ici, alors par contre, c'est fragile, quoi. C'est le truc. La manipulation, c'est un petit peu délicat. Donc ça se présente comment le Zycium pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu ou jamais acheté. Alors il y en a qui le cultivent. Vous voyez la tronche de la boîte, hein, elle a quelques années. J'avais acheté ça chez Joyfix à l'époque. Donc ça se présente comme ça. Moi j'aime bien ce produit-là parce que il permet d'aller vite. Hein. Et vous avez un effet. Au 72 par exemple, je pense que vous pouvez faire des arbres rien qu'avec ça. Ça fonctionne nickel. Au 48e, c'est pareil. Hein. Alors au 35e aussi, mais alors pas pour faire les mêmes arbres. C'est-à-dire que je pense qu'au 72, là vous épluchez tout le truc. Là vous pouvez garder que la tête, vous épluchez tout ça parce que ça s'enlève très bien. Hein, ça se détache tout seul, vous voyez. Hein, hop, vous pouvez comme ça dégager un tronc assez vite. Donc vous imaginez au 72, voilà, ça vous fait déjà un arbre. Il suffit pareil. Alors les plus consciencieux le peindront avant. Alors voilà, ils prendront peut-être la tête à refaire des trucs sur le tronc. Après, on vaporise un petit coup de colle. Et ensuite, alors selon l'échelle, du flocage plus ou moins fin. Alors au 72, ceci étant, les feuilles de certains arbres sont quand même assez grosses. C'est un truc. Bon, au début, j'avais tendance à faire le plus fin possible, mais en fait, en regardant la nature, vous avez des feuilles des fois qui sont assez balèzes. Donc, faut pas être trop obsédé par ça. Voir si vous pouvez trouver deux tailles de flocage un peu différentes. Ça peut être pas mal, des petites, des grosses. Bon, on va revoir ça après. Mais évidemment, l'idée ici, alors ça, par exemple, c'est inutilisable tel quel là. C'est-à-dire que, si vous voyez, si je plante ça là, alors déjà, mes 22 cm, c'est ainsi fini, mais ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il faut trouver des branches, parce que ça va pas dans le mouvement. Donc, ce qu'il faut, là où je vais me prendre la tête, c'est trouver des petites branches comme ça, puis une par une, comme ça, chercher à faire des bouquets, de regarder un petit peu, et de donner du volume un petit peu à l'arbre. Donc, là, à l'époque, je m'étais pas trop embêté, je débutais, hein, soyez indulgents. Donc j'avais mis, j'étais un peu inspiré par les boules de gui, là, donc j'avais mis des espèces de touffes synthétiques, là, vous voyez, des gros trucs, là, quand on regarde de près, on voit bien que c'est du synthétique. Et à l'époque, le flocage, tout ça, j'étais dans mon trip, faut tout faire soi-même, donc j'avais mis le flocage ici, c'était je sais plus ce que c'est, là, du persil lyophilisé ou un truc comme ça. En fait, c'est pas très beau, c'est un peu grossier. Alors, pour faire un arbre mort et tout, ça le fait. Je trouve que c'est pas mal. Bon, très bien. Par contre, en voyant le résultat, pour faire le pommier, je m'étais fourni d'acheter du vrai flocage. Là. Et du coup, vous voyez, la feuille, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'aime bien le regarder de près, celui-là, parce que même en gros plan, dans l'article, il y avait un gros plan sur le paysage, là, sur le visage du mec et tout. On voyait bien la feuille, c'était assez fin. Donc, je trouve que c'est assez bluffant, le flocage. Ça reste, alors, évidemment, les plus pointilleux diront, bah ouais, mais c'est pas vraiment la forme de la feuille du pommier. Ouais, c'est sûr. Hein, je concède que c'est la limite de la technique du flocage, c'est qu'elles n'ont pas forcément la bonne forme de feuille. Mais ça, on va en reparler après. Donc j'avais fait cela dans le même esprit. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vite du volume et que visuellement, vous pouvez laisser de la branche apparaître. Vous pouvez faire des choses plus compactes, ainsi de suite.
Et puis si vous avez des branches qui sont un peu trop raides et tout, avec le flocage autour, ça va un petit peu disparaître. Et l'œil, pareil, va faire le mélange et il va comprendre ce que vous avez voulu faire. Alors ce qui est intéressant, alors sur celui-ci, vous verrez ça. Là, c'est l'exemple typique. Hop. Là, la haie. Parce que maintenant, une fois qu'on a fait nos gros arbres, il faut penser à ce qu'on va mettre entre les deux. Et c'est là que le zygium tout seul est intéressant. C'est-à-dire que, je crois que vous avez le cas, vous avez l'exemple ici. Hop, hop, hop. Voilà. Si on regarde cet arbre-là, ce petit arbre-là, ou celui-ci, bah, c'est du zygium qui a été déshabillé à la base. On a gardé que les branches du haut. J'ai l'impression que j'ai une petite toile d'araignée. Ouais, non, c'est une herbe. Et là, c'est pareil parce que vous allez avoir une arborescence en haut et vous allez avoir un tronc dégagé qui vous permet aussi de placer des herbes plus hautes en dessous. C'est-à-dire comme des formes d'arbustes qui poussent, voilà, à différentes hauteurs. C'est la strate intermédiaire entre le haut arbre, l'arbre assez grand et l'arbre intermédiaire. Donc là, c'est intéressant le zygium pour ça parce que c'est rapidement efficace et ça vous comble le vide très vite. Donc je vais vous montrer un exemple, démonstration par l'exemple sur ce diorama-là, futur. Hop. Et là c'est pareil, vous voyez, avant de placer ça ou après, on replace des herbes intermédiaires qui vont faire la liaison entre le sol, les arbres moyens et les arbres les plus hauts. Alors des fois des branches de thym brut qui symbolisent, c'est très bien pour faire des arbres morts là comme on en voit dans les marais des fois. Et puis après vous avez différents types de produits qui viennent du commerce. Là c'est pareil, commerce vous trouvez dans la nature. À cet égard j'en ai pas parlé, mais si vous trouvez des herbes intéressantes dans la nature et que vous voulez les conserver, vous les faites baigner dans de la glycérine. Ça fonctionne. C'est une technique que les gens qui font des bouquets à sécher conservent. Et si vous teintez la glycérine, si la dilution est bonne, la teinture va remonter et vous pouvez teinter vos herbes comme ça. J'ai fait l'expérience, ça fonctionne. C'est assez intéressant. Si vous voulez, je vous dis, ça fixe. Si vous voulez, les herbes, quoi, les feuilles. C'est-à-dire parce que des mauvaises herbes, des fois, on les laisse sécher quand on les reprend et s'effondrent sous notre manipulation. Ah, je vais leur mettre dans le bon sens quand même. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors voilà, démonstration par l'exemple. Je vais ranger ça. J'ai fait ça vite fait pour vous montrer parce que ça marche bien parce que là, vous voyez, j'ai mes deux arbres, mais qu'est-ce que je mets entre les deux? Alors le truc, c'est évidemment, c'est une haie, donc quand on lit les combats, les gars, vous voyez la hauteur d'un personnage, ils voyaient pas de l'autre côté. Donc faut à la fois que ce soit dense, mais faut pas non plus, faut qu'on sente qu'il y a possibilité de voir à travers, parce que les gars dans le scénario sont censés chercher une cible qui est de l'autre côté. Donc j'ai fait deux petits arbustes rapido cette semaine, hop, voilà, pour vous montrer comment ça peut fonctionner et à quel point ça peut être efficace visuellement. Donc j'en ai fait un premier là, vous voyez, voilà. Donc ça c'est une branche de zygium dont j'ai déshabillé le bas. Je l'ai coupé assez bas. Hop, les plus attentifs auront vu qu'il y a des trous, des pré-trous là. Donc, je vais essayer de le remettre tel que j'avais prévu, mais là vous voyez, à force de manipuler, j'ai déjà deux petites branches qui se sont détachées. Alors c'est là que ça devient sportif, mais bon, faut anticiper. Donc vous voyez, si j'en mets juste un déjà. Vous voyez, ça vous habille déjà la moitié de l'espace entre les deux arbres. Et ça donne l'illusion d'un petit arbuste. Alors là, c'est pareil, je pense il n'est pas dans la bonne position. Là, il faut penser le truc. Alors, voilà. Le problème, c'est que plus on le manipule, plus il pète. Et je pense qu'en fait, vu l'arborescence, voilà, il va plutôt déborder, voilà, dans ce sens-là. Voilà. Là, il obstrue un peu plus la. Et c'est normal parce que les feuilles vont se dégager du tronc et vont venir vers nous. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que c'est fait, là, je vais enlever ça. On pourrait venir planter. Alors évidemment, avant de faire ça, j'aurais mis mes ronces et tout. Donc après, on pourrait planter des hautes herbes et tout. Évidemment, tout ça, faut le faire avant de placer le blindé. Vous l'aurez compris. Le seul truc, il faudra que je fasse tout ça avant de placer tout ça. Donc là, voilà. Toujours, je rappelle, arrière-plan et vers le premier plan. Et là, par contre, le blindé pourrait... Alors, je ne sais pas, parce qu'il faudra placer sans doute les figurines avant de faire les arbres. Donc là, ça va être... J'y pense en vous en parlant, là, ça va être un peu prise de tête, la mise en place, là aussi.
Ouais, ou alors il faudra bien fixer les figurines sur la tourelle. Mais voilà, je vous dis ça parce que voilà, c'est tout ça, quand on fait un diorama un petit peu sur plusieurs étages comme ça, il faut penser à tous ces trucs-là pour éviter de tout péter. Et là, je vais vous en montrer, j'en ai fait un deuxième avec un flocage différent, avec une comment ça s'appelle, une couleur différente, que je vais planter derrière, là, c'est pareil. Donc ça, j'avais fait ça un petit peu, hop. Évidemment, il est cassé, bravo Francky. Bon, bah, du coup, il va être plus bas, donc l'effet va pas être le même, mais c'est pas grave. Donc, je le replante là, voilà. Et vous voyez, vous avez... et là, franchement, ça prend 10 minutes, ça. Hein. C'est-à-dire, vous choisissez la bonne branche, vous regardez déjà la hauteur que vous voulez, vous enlevez les branches les plus basses pour dégager un tronc. Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est avoir une ouverture. C'est-à-dire que c'est bouché un peu en haut, donc les mecs, ils regardent, machin, et c'est un peu plus ouvert en bas. Si vous êtes déjà baladé dans un chemin creux, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est par le bas des arbres que vous voyez un peu dans l'autre chambre, et au-dessus, c'est un petit peu plus obstrué. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah voilà, ça vous laisse de la place ici pour placer des herbes intermédiaires, des mauvaises herbes, des petits arbres, des arbres morts, moi j'en sais rien, ou une figurine, parce qu'on peut imaginer c'est un mec qui passe à travers la haie pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, parce que là c'est pareil, c'est pas figé, parce que moi dans mon scénario, c'est 2 tankistes à la mitrailleuse, mais s'ils n'ont pas de couverture, je me dis, c'est peut-être un peu dangereux pour eux, donc peut-être que ça finira avec un fantassin ou deux qui regarde un petit peu ce qui se passe. Mais là, vous avez déjà, vous voyez, en 10 minutes, en plaçant ces 2 trucs-là, vous avez déjà une idée de ce que ça peut donner. Et ce qui est intéressant, j'ai pas fait exprès, mais avec mon arbre mort ici, avec le côté qui était flingué, alors j'ai l'illusion d'un arbre creux, et logiquement, en fait, la place est prise par un autre arbre qui vient tout simplement occuper cet espace-là et qui se libère là peu à peu là, et qui va donner du volume. Donc quelque part, inconsciemment, il y a un truc. Et le truc à lequel il faudra pas se planter, c'est cette branche-là, vous voyez, que j'ai collée après là. Et donc, l'avantage du fil de fer, c'est que je peux retravailler sa forme. Donc là, lui, cet arbre-là, il va éviter celui-ci, et puis il va chercher à pousser. Alors, je peux encore le transformer, le faire aller par là. Mais vous voyez, comme j'ai mis de la colle blanche et tout, il n'est pas aussi souple qu'il l'était auparavant. Donc voilà. Donc pour finir, tiens, aussi un petit produit miracle qui est pas mal pour faire l'herbe. J'en ai pas passé tout à l'heure, parce que je l'ai beaucoup utilisé sur ce truc-là. C'est le pinceau. Des pinceaux achetés 3 francs 6 sous. Des fois, il y a des promos. Et franchement, le pinceau c'est pas mal pour faire des herbes un peu hautes ou des mauvaises herbes. Moi, j'utilisais pas mal ça pour les trucs aquatiques et tout. Ça que je voulais vous montrer aussi parce que c'est synthétique et tout. Ça fonctionne bien et visuellement, ça vous fait des herbes plus hautes que les autres. Là, ça permet d'animer un petit peu un chemin creux. Il y a pas mal de mauvaises herbes. Mettre ça au milieu des ronces et tout, ça fonctionne plutôt pas mal. Et le dernier truc, si vous avez beaucoup de patience, c'est le truc dont je parlais tout à l'heure. Alors au passage, vous voyez, quand vous avez un truc qui s'est détaché, ça peut vous donner des petites branches comme ça. Au lieu de les balancer, mais en fait, vous pouvez regarder ce que ça donne et voir si ça peut habiller. Là, moi, par exemple, ça serait très con de le mettre là. Pardonnez-moi pour l'expression. Parce que là, voilà. Là, des fois, on se laisse aller dans l'enthousiasme. On se dit, ouais, c'est pas mal, machin. Et en fait, là, vous voyez, là, je commence à prendre de la hauteur et je commence à masquer le blindé. Donc, c'est pas vraiment là qu'il faut le mettre. Donc, par contre, en arrière-plan, pourquoi pas? Ou alors des trucs, voilà, ça, on se dit, qu'est-ce que je peux foutre avec ça? Parce que ça s'est pété, hein, etc. Là, c'est pareil, ça peut aller animer, vous voyez, une végétation basse là qui rampe un peu. Ça fonctionne aussi pas mal. Donc je dis, zikium, fil de fer, flocage, colle en bombe. C'est franchement avec ça, vous pouvez déjà faire pas mal de choses intéressantes. Et le Nec Plus Ultra, si vous avez beaucoup de patience et vous voulez faire une essence d'arbre qui est ressemblante à vraiment à un arbre, c'est de vous procurer. Nous, on a acheté ça. Alors tout le monde se souvient que je fais partie d'un club qui s'appelle la Mac 35, évidemment reconnu. Et en fait, on a investi dans des perforeuses là. Je peux faire perforatrices de chez Green Stuff World. Je sais pas si vous connaissez. Et ils vous proposent comme ça plusieurs dessins. Vous voyez, nous, c'est une rare pertinence, donc. On a mis comme ça des exemples du type de feuilles que ça donne. Et vous avez des trucs qui ressemblent aux chênes et des choses comme ça. Alors, la contrepartie, alors c'est pas très compliqué à utiliser. Ce qui est pas mal, évidemment, vous peignez, vous avez du papier vert, vous le peignez, machin. Vous faites... voilà, j'avais fait une petite réserve, par exemple. Pour celui-là, je vais voir ce que ça donne, parce que on m'a reproché de pas faire des feuilles qui ressemblent à du chêne et tout. Donc... vous voyez, vous pouvez vous en faire. Alors là, c'est pas le plus dur de les faire. C'est sûr, vous en avez plein comme ça. Bon, très bien. Bon, la contrepartie, c'est qu'il faut quasiment coller ça feuille par feuille.
Alors sur un arbre entier, c'est envisageable évidemment. Ça, je le répète, tout dépend du temps que vous avez envie de consacrer à ce travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez différentes tailles, donc c'est plutôt pas mal. Et sans aller jusqu'à faire un arbre entier. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple si vous faites un blindé allemand ou américain avec des branches de camouflage. Par contre, là, ça peut valoir le coup parce que vous êtes sur l'échelle d'une branche ou deux branches, et là, ça peut valoir le coup effectivement de signifier l'essence de l'arbre par les feuilles. Et c'est beaucoup plus envisageable qu'un arbre entier. Mais on peut évidemment, si on a la motivation, le temps, voilà, ça marche. Ceci étant, ce qu'on peut faire, qui est pas mal, on peut faire aussi des petites plantes grimpantes comme ça. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire ça hier. Il y a un produit que j'aime beaucoup utiliser. Où t'es, petit bonhomme? J'avais trouvé ça, c'est JeuxFX, quand j'avais fait une petite salette à une époque sur la pochette de Coxa, une grande victoire dans la défaite de l'armée française sur la RC4, où le deuxième DEP se fait anéantir. Et j'avais fait ça, j'avais trouvé ça intéressant. Alors là, je m'étais pas trop embêté pour représenter des végétations un peu asiatiques, type roseau et tout. Mais en fait, ce truc-là, je trouve, alors déjà, il serait pas mal. Je pense qu'on peut éplucher ça et garder juste la tige, déjà pour donner une arborescence d'arbres, vous voyez, qui part comme ça, genre petit noisetier là, qui commence à pousser autour d'un axe central. Ça peut faire des branches assez intéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est ces petites choses-là, ces petites ramures là, qui vous permettent, en fait, j'ai tenté ça et je trouve que ça marche pas mal à la cyano. Vous collez ça, alors ça prend un peu de temps, mais en 10 minutes, vous pouvez facilement faire une petite plante un peu grimpante. Alors là, évidemment, le verre est un petit peu pétant. Je bouge pas. Alors c'est pareil, c'est le genre de truc. Ça, c'est le truc à faire à la fin. Vous en faites un certain nombre, et puis vous allez le planter ensuite là où vous avez envie, et ça va habiller, donner un côté un peu plus naturel quelque part, parce que vous avez une forme de feuille reconnaissable. Alors là, je crois que ça ressemble vaguement à Duchesne. Je sais pas si c'est très réaliste pour faire un truc qui irait dans des ronces, hein, mais je trouve que visuellement, là j'en ai fait que 2, ça peut, là pareil, rapidement étoffer, enrichir votre diorama et le côté végétal. Alors en donnant un petit côté, une petite touche un peu plus réaliste, si vous avez envie de bosser sur des essences d'arbres. Le dernier truc, qui est pas mal aussi, si vous voulez faire du lierre. Le lierre, c'est un truc qu'on retrouve toujours souvent alors sur les arbres eux-mêmes, et puis des fois qui rampent comme ça sur les talus. Le truc qui est pas mal, c'est le chaton de bouleau. Alors moi, j'avais fait ça à une époque sur un diorama que j'avais fait sur la côte 112, je l'ai plus. Le chaton de bouleau, pardon. Vous savez à quoi ça ressemble? Ouais, c'est ça. Voilà, je vais vous en montrer un petit exemplaire. Je sais pas s'il y a un gros plan prévu là-dessus. Mais si vous connaissez, le chaton de bouleau, c'est le truc qui rend les gens allergiques quand vous faites des balades à côté de boulot ou des footings. C'est le chaton qui vous fait pleurer. Ça m'est arrivé, c'est une expérience douloureuse, c'est pour ça que je vous fais part de ce témoignage. Alors ça c'est pas ramassé dans la nature, mais c'est du commerce et ça fait illusion pas mal. Alors par contre là c'est pareil, il faut vous fendre alors c'est pas compliqué à faire, hein. Vous collez pareil du fil de fer pour montrer le mouvement du lierre et vous les collez un par un à la cyano comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous les collez les uns par-dessus les autres, parce que en fait, vous n'avez pas tout à fait la vraie forme du lierre, parce que c'est beaucoup plus ramassé ça, c'est pas aussi... Je sais pas si on voit un gros plan, là. Excuse-moi. Je vais me mettre dans l'axe de la caméra, voilà. Vous voyez, c'est une forme triangulaire qui est assez intéressante par rapport à... Voilà, Miss Météo, voilà. Qui est assez intéressante, parce que visuellement, là, c'est pareil, on voit ce côté triangulaire, donc ça fait penser au lierre. Mais évidemment, le vrai lierre, il est un peu plus ramassé que ça. Mais c'est alors après, à vous de faire votre tri, hein. Vous en avez des différentes tailles. Et ça, c'est pareil, c'est quand vous bossez la végétation, c'est un truc à avoir dans votre stock. Et là, c'est pareil. Par contre, ça, c'est nickel si vous voulez faire un paysage d'automne de sous-bois, chute de feuilles. Alors là, vous en mettez. Alors ça, pareil, ne l'achetez pas. Vous prenez un boulot, vous chopez les chatons, vous les miettez, vous allez en avoir des kilos. Et pour faire un lit de feuilles, c'est génial. Et ça fonctionne super bien. C'est dans une couleur en plus qui est assez intéressante. Donc ça, si vous voulez faire du diorama, à stocker, ça, à avoir quelque part avec le salon de thé là, le produit de base, un peu de truc. Voilà, il est quelle heure? Il est 6h moins 10. J'ai un peu fait le tour de la démarche, attention. Donc demain, je vous montre comment on peint ça, parce que je vais faire ça cette nuit. Non, je plaisante. Mais
Donc là, vous voyez, d'un blindé. Alors heureusement, la maquette est jolie. La maquette, alors c'est du AFV Club, c'est par moment. Voilà, faut être un peu motivé, mais c'est vraiment une belle maquette quand même. C'est bien. Mais là, je me rends compte en faisant ça, ben en fait que le sujet principal, finalement, ça va devenir le décor et le diorama et le bocage. Donc voilà. Donc bon voilà. Donc je me prépare quelques heures là. Alors j'espère de pas changer d'idée entre temps, hein, mais globalement avec les figurines en scratch qui vont aller avec et tout, ouais, ça me demande encore pas mal de temps. Alors ce qui est intéressant aussi, pensez-y, vous voyez la différence entre celui-là et là, la surélévation du diorama. Ça aussi c'est un truc auquel il faut penser, c'est la présentation. À l'époque, vous voyez en 2004, j'étais encore. Alors là, c'est pareil, j'étais aussi bloqué par mes histoires d'étagères de l'époque, donc je pouvais pas monter très haut. Mais depuis, bon ben, pareil, je l'ai déjà dit, c'est la présentation. On a tous pompé ça sur les figurinistes, hein, qui ont cette habitude d'utiliser le socle pour ce qu'il est. C'est un truc qui élève la pièce pour attirer l'attention dessous, puis en plus qui vous permet aussi de situer pour le public, c'est pas mal des fois de contextualiser votre décor. Voilà, c'est pas possible, il n'y a pas de place, mais là ça sera le cas aussi, quoi. Donc pensez-y aussi. Polystyrène, pour ça c'est pas mal. Et là normalement j'avais prévu plus haut, mais je me suis dit le bocage c'est foutu si je monte trop. Donc voilà. Donc pour résumer, il vous faut des bonnes étagères assez hautes, ce que vous pouvez faire plus haut, de la tige plastique, du flocage, de la colle à bois, de la colle en bombe, un peu de vrai terre, mais voilà. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu, mais c'est du matos qu'on trouve facilement en France. Et excepté évidemment quelques produits que vous pouvez trouver chez Ops Model ou quand vous allez à Saumur, chez des gens là dont la spécialité c'est les produits. C'est pas la peine d'en stocker des kilos, mais si vous aimez bien tout ce qui est bocage normand, paysage naturel et tout, vous allez trouver votre bonheur sur pas mal de choses. Moi je suis refocalisé plutôt sur la Normandie, donc c'est pour ça que à un moment je faisais le front russe et tout, mais depuis quelques temps là je suis un petit peu vacciné sur le front russe, donc on revient aux fondamentaux, la bataille de Normandie, et là je pense que vous avez tout à dispo pour le faire. Et je le répète une énième fois, tout dépend du temps que vous avez envie de passer à le faire. Mais pour un bout de bocage, vous pourrez pas faire l'économie de travailler votre arbre. Alors peut-être qu'un jour avec la 3D, on aura peut-être des troncs prêts, on peut imaginer, hein, des structures, voilà, avec la gravure qui pourront être intéressantes. Mais ce que je trouve quand même intéressant, moi, dans le maquettisme, c'est quand même le côté un peu création. Et puis le côté, je dis, quand vous prenez des trucs du commerce, vous êtes dépendant de la forme que le commerce vous impose. Et ce que je trouve intéressant sur un bout de bocage, c'est justement d'inventer une forme et puis de créer. Vous voyez ici, par exemple, j'anticipe le fait qu'il va y avoir une couverture. Enfin, les arbres vont se rejoindre. Il va y avoir comme ça un côté, comme on voit dans les chemins creux. Et il en reste quelques-uns qui sont, voilà, qui sont un peu fermés. Voilà, c'est un peu ça. Retenez toujours que vous avez une idée de départ et il faut vous laisser guider par vos nouvelles idées qui vont venir. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais ce qui est important, c'est de consulter la doc. Moi, depuis quelques temps, j'ai pris l'habitude de bosser avec une tablette là, sur laquelle je stocke mes idées, hein, mes projets. Là, vous voyez, j'avais fait un truc bocage normand. Et ce qui est intéressant, on va prendre des photos. Voilà, c'est de regarder des images d'archives. Je sais pas si on les voit là, si on va pouvoir regarder. Non, il a tout fermé. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai un problème. Un problème. Bon, bah, je vous montre. Vous les connaissez tous ces photos-là, qui vous montrent l'étroitesse de quand on dit chemin creux. Alors là, il n'y a pas où passer un M5.1. Hein. C'est là, c'est juste de l'homme. Et ce qui est intéressant, ici, d'accord. Ouais, on voit rien. Ouais, on voit. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de repérer les arbres en arrière-plan justement, de voir la verticalité de certains. Et de voir l'espace qu'il y a parfois entre autres. Et puis après, sur d'autres haies, vous avez des choses beaucoup plus fournies avec du talus. Voilà. Alors après, évidemment, ce qui est intéressant, tout ça, c'est localisé autour de la haie du puits, bataille du bocage. Là, par exemple, vous avez une haie super fournie, hyper arborée, à travers laquelle on voit rien, quoi. Ce qui justifie l'opération Cobra et le coût du coupe-haie et ainsi de suite. Donc ce qui est intéressant, c'est de s'imprégner un peu des images d'archives pour avoir un peu l'ambiance. Vous voyez cette photo-là qui est très connue d'un panthère détruit, là, on voit l'étroitesse d'une route, enfin d'un chemin, et on voit la hauteur des arbres et des espèces de ragosses là. Parce que même en Normandie, même si vous avez comme ça pas mal d'arbres morts, ça c'est intéressant, sur lequel vous pouvez faire pousser une végétation. Et ça habille très vite aussi un diorama. Voilà, avec pas mal de lierre. Et puis alors voilà, ce qui est intéressant, c'est de prendre aussi des photos perso ou des photos que vous trouvez sur Internet pour, alors déjà les coloris, le côté très vert, très flashy. Hein, l'été, faut pas hésiter. C'est pour ça que les coloris des fois du commerce me plaisent bien, parce qu'ils ont des coloris.
faut éviter de mettre du vert militaire sur votre champ, quoi. Il faut qu'il y ait un contraste entre justement la couleur militaire et la nature qui est beaucoup plus flashy, quoi. Alors des croquis qui vous montrent aussi quel type de haie peut être faite. Moi je trouve ça toujours très instructif. Bon, et puis après, la collecter des choses sur du lierre, comment c'est foutu en vrai, les couleurs, voilà, et quelques arbres. Alors, il y a du chêne, il y a de l'arbre mort. Tout ça c'est intéressant parce que vous voyez qu'en termes de forme, vous avez quand même possibilité de création qui est super intéressante. Et je vous encourage à faire parce que je pense que vous allez y prendre un petit peu goût et puis, comme on dit, prendre du plaisir, quoi, hein, comme disent les footballeurs. Il n'y a pas de raison qu'il y ait qui en prennent, quoi. Hein, voilà. Bon voilà, moi je vais m'arrêter là-dessus si vous n'avez pas de questions, en espérant avoir été complet sur la chose. Merci pour vos applaudissements. Question de Sylvain qui me voit une fois par mois. Comment? Pour les poisseuses, là, tu peux faire sur les feuilles mortes? Bah évidemment, parce que ça donne des formes de feuilles. Comment ça va être un peu? Et non, parce que à la poinçonneuse non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire est-ce que poinçonner des vraies feuilles? Oui, parce qu'il conseille. Non, moi je fais ça dans du papier. Non. Je fais ça dans du papier, moi. Oui. Comme ça, t'as pas de risque. Mais a priori, de toute façon, c'est comme le thé. Une fois que c'est pris dans la colle à bois, ça pourrit pas, si tu veux, si ça t'a peur. Ça fait comme une espèce, la colle blanche, là, ça fait une espèce de vernis. T'inquiète pas, ça pourrit pas. De toute façon, ça va pas tenir 30 ans, hein. Bon, celui-là, ça fait 20 quand même. Mais, oui, c'est vrai, il a pas beaucoup bougé en 21 ans. J'ai dû casser quelques branches. Il y a d'autres questions? Ça va? Voilà, on peut dire. Ben voilà, vous pouvez me réapplaudir, ça fait toujours plaisir. Viens, il se passera avec le chapeau pour l'artiste.